C'est bon, on est live. Salut Maud, bienvenue dans ce Salut. Wake Up dont je ne compte plus les épisodes maintenant puisque on fait des versions Ok. anglaises, des versions françaises et du coup c'est tout mélangé. Mais j'aime bien le nom parce que ça a W2A qui est un peu notre marque de fabrique chez Walaxy et en plus il y a la notion de se réveiller et du coup j'aime bien parce qu'on aborde des sujets un peu nouveaux avec des thématiques un peu cool. Il y a déjà plein de monde qui arrive donc c'est cool. Ma petite intro, c'est... Aujourd'hui, on va parler un peu de freelancing, de soloprenariat, des difficultés qu'il y a. Moi, j'ai une vision du monde du travail assez particulière et je pense que toi aussi, on se rejoint sur pas mal de trucs. Je pense qu'il y a un vrai bouleversement qui est en train de se faire sur le monde du travail. En 2021, j'aime bien cette stat que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, mais en 2021, il y a 1 million d'entreprises qui ont été créées en France et il y a 2 tiers, c'est des micro-entreprises ou auto-entreprises. Ça veut dire que littéralement, il y a 1% de la population qui est passé entrepreneur genre, en une année comme ça. Et je trouve ça incroyable comme chiffre de se dire que, bah, en fait, si on suit cette tendance, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a une partie de la population qui sera entrepreneur qui est colossale, en fait. Ouais. Et ça amène plein de choses qui sont merveilleuses, aussi plein de choses un peu difficiles dont on parlera sur les obstacles du soloprenariat. Mais je trouve ça assez cool de se dire que, ouais, il y a une vraie révolution dans le monde du travail. Et on va revenir aussi sur tous ces avantages qu'il y a et ce que ça implique et ta vision du truc. Donc c'est assez cool. Pour donner un peu de plan, un peu de contexte, l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de ton parcours, de comment, bah, en quasiment en 2 ans, en gros, tu es passé de je sors des études à ça y est, j'ai une marque personnelle, j'ai des clients, je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça, c'est vraiment cool. Et après, pour finir, bah, un petit peu justement cette partie vision du monde du travail, vision de toi, ce que ça va être le soloprenariat, le freelancing, je ne sais pas comment tu le définis. Moi, je Dans préfère les, dans les... solopreneur, mais Ouais, solopreneur, je préfère aussi parce que freelance, c'est vraiment connoté à ce truc de tu mets tes développeurs freelance, tu te mets sur une ouais, plateforme et on va acheter tes services au ouais. moins cher, on reviendra aussi sur ça. Et le soloprenariat, je trouve que c'est un peu plus euh, C'est plus. valorisant comme terme. Ah, je Voilà. pense que ça dépend de la direction que tu as envie de prendre aussi, mais je Oui, pense que bien la sûr. grosse différence que je mets, moi, c'est entre. Pour moi, un freelance, c'est quelqu'un qui produit, tu vois, pour les autres. Alors qu'un solopreneur, en fait, moi, par exemple, je produis pas de contenu, tu vois, je fais que de l'accompagnement. Et à Mhm. terme, j'aurai des produits, tu vois. Donc, en fait, tu as d'autres pistes de revenus, je dirais, qu'un freelance. Pour moi, c'est sur le modèle, en fait, que la différence est. Mhm. Ok, ok, effectivement. Je ne faisais pas cette nuance. Cool. Écoutez, s'il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est cool. Si vous avez des questions pendant le live, vous les mettez dans le chat. Et si c'est pertinent à ce qu'on est en train de dire, je rebondis dessus et comme ça, je peux te poser des questions en direct. Et Ouais. sinon, on essaye de repasser un peu les questions auxquelles on n'a pas répondu à la fin pour essayer de vous donner un max de contenu. Normalement, ça va durer une bonne heure. Voilà, c'est parti. Je te propose un peu de te présenter et de partir de... Bah, tu as commencé en tant que modèle, mannequin, et Ouais. après, tu es arrivé jusqu'à le soloprenariat qui n'a rien à voir en passant par différentes étapes. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce que tu as fait avant et pourquoi? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai effectivement ce qu'on peut appeler, même si j'aime pas trop ça, mais on me range facilement dans la case du parcours atypique. Parce que j'ai commencé à 18 ans avec un bac, non pas un bac, alors j'avais un bac classique, tu vois. Normalement, tout me prédisait pour faire Sciences Po, tu vois, j'étais super bonne à l'école, tout ça. Et à 18 ans, j'ai dit à papa et maman, moi je vais tout quitter, je vais faire une école d'art. Déjà, c'était le premier truc. Puis après, j'ai quitté l'école d'art pour dire, bah non, en fait, moi, ça sera du mannequinat, parce que je me suis fait recruter. Enfin, c'était un peu le hasard des choses, tu vois, mais je me suis lancée là-dedans pendant 3 4 ans. Et au bout de 3 4 ans, bah, j'ai à nouveau tout arrêté en me disant, bon, ben, ok, c'est pas la voie qu'il faut poursuivre, donc je vais reprendre mes études et je vais aller en communication marketing. Et là, au bout d'1 an, je m'ennuie un peu, donc j'ai fait une fac d'économie et gestion à côté. Et au bout de quelques stages que j'ai fait tous les ans, il y a un moment, je me rappelle, je suis arrivée en Suède dans une agence de communication, c'était DDB, c'était une des plus grosses agences, tu vois, pour moi, c'était la consécration. Tu vois, genre une fac d'économie, gestion, donc des connaissances macroéconomiques de comment gérer un État en tête. J'étais la meilleure de ma classe à l'école, et puis j'arrive à ce stage, et là, on me dit, Maud, est-ce que tu peux booker des billets d'avion? Je me suis dit, OK, il y a un petit souci entre ce que je fais à l'école, tu vois, et ce qui m'arrive en fait sur le milieu du travail. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu le premier déclic de il faut peut-être que je commence en fait à me concentrer sur des projets que je crée moi-même, puisque toute évidence, en fait, dans le milieu du travail, je ne vais pas arriver aussi vite à ce que je veux que, tu vois, que ce que j'aimerais, quoi. Donc, en fait, je me suis concentrée sur des projets, j'ai lancé une petite association. Là, je me suis rendu compte que j'avais un petit truc. Et après, j'ai décidé de faire mon master sur l'entrepreneuriat.
parce que j'avais cet attrait, tu vois, pour ça, même si j'étais pas sûre d'être capable. Et en fait, ce master m'a permis de découvrir que oui, que c'était possible. Et à partir de là, je suis sortie de là, puis je me suis lancée, quoi, direct. Cool. Et du coup, tu penses que tu étais faite pour être entrepreneuse ou c'est quelque chose qui s'est plus déclenché après? C'est une très bonne question. Franchement, j'ai toujours pas la réponse à ça. Euh, Je pense que dans le fond, j'ai quand même certains aspects de ma personnalité qui font que je peux être une bonne entrepreneur. Mais je pense qu'il y a quand même des choses que j'ai développées avec le temps. Une chose est sûre, il y a des choses que je n'avais pas remarquées chez moi, tu vois, avant d'être entrepreneur. Donc, en tout cas, ça a réveillé des choses, je Comme dirais. quoi? Comme, qu'est-ce que ça a réveillé? Je pense que ça a réveillé ma capacité de m'adapter, d'adaptation, d'un côté. Ça a réveillé aussi mon côté plus action que réflexion. Avant, j'étais beaucoup dans la réflexion. C'est le côté vraiment très bon élève, en fait, hein, mais Ouais. moi, il fallait toujours que j'ai 18 sur 20. Il fallait toujours que je fasse le truc le mieux possible, tu vois, que ce soit parfait pour le prof, etc. Et l'entrepreneuriat, ça m'a permis de trouver ma part euh, imperfectionniste, je sais pas comment on dit ça, mais imparfaite, tu vois, Ouais. Ok. que je ne C'est cool. soupçonnais pas. On va revenir sur cette partie imperfection. Ouais. Juste pour rebondir, il y a pas mal de gens qui du coup disent, enfin c'est con, mais peut-être une erreur de communication, mais des gens qui pensaient qu'on allait parler de Walaxy. Non, aujourd'hui, la thématique, c'est plus de trouver ses premiers clients grâce à la partie créer un média. Donc, on est vraiment sur comment, en tant que solopreneur, je lance mon activité, quels sont les freins pour ça, et du coup, comment utiliser et LinkedIn et d'autres canaux pour créer son audience et attirer ses premiers clients sans dépenser un centime. Et on ne va pas parler de comment fonctionne Walaxy. On a d'autres contenus qu'on pourra vous enverrer sur ce sujet si vous voulez. Donc, je suis désolé si on ne répond pas à cette problématique-là, mais je pense que le sujet du contenu est un sujet qui est trop souvent oublié quand on se lance justement. On veut aller prospecter. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est justement de ne pas parler de la prospection et plutôt de parler d'autres manières d'aller chercher ses clients sans dépenser un centime. Donc voilà, je recadre un petit peu pour ceux qui s'attendaient à autre chose. Désolé. Euh, Super cool. Et du coup, tu as fait un master entrepreneuriat. Et donc, je vais te poser cette question particulièrement clivante qui est, faut-il faire un master entrepreneuriat pour devenir entrepreneur? Ouais. Non, je pense pas. En fait, enfin, comment dire, je crois qu'il y a des gens qui ont de la chance de pas avoir besoin de ce coup de boost. Et dans ce cas-là, tant mieux pour eux. En fait, je crois pas que ça nous apprenne vraiment des choses, sauf si on vient vraiment d'un truc très lointain. Mais moi, par exemple, j'avais un background communication marketing, j'avais fait une fac d'économie gestion. Donc, en vrai, techniquement, j'étais capable, j'avais tout à fait les capacités, quoi. Et puis, de toute façon, on apprend vite aussi dans l'entrepreneuriat qu'on n'a pas besoin de savoir les choses avant de les faire. Il n'y a pas besoin d'être un expert, en fait, il faut juste se lancer, quoi, d'une certaine manière. Par contre, ce que ça m'a apporté, que j'aurais pas pu avoir autrement, c'est un réseau, c'est aussi la rencontre avec plein d'autres entrepreneurs. Parce que du coup, en fait, toutes les semaines, on voyait des CEO qui venaient nous voir. Et moi, ça m'a vraiment permis d'ouvrir mon état d'esprit, de me dire, bon, bah, en fait, c'est possible. Parce que quand on voit tous ces gens-là, on se rend compte de tous les profils différents qui existent. On s'identifie avec certains plus qu'avec d'autres. Et du coup, on se retrouve en fait au milieu. Alors que jusque-là, moi, les seuls modèles que j'avais, enfin, tu vois, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, dans mes potes, personne n'est entrepreneur. Donc, j'étais un peu le mouton noir. Et du coup, les seuls modèles que j'avais, c'était ceux qui sont dans les médias. Donc, tu prends Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Tous ces gens-là, enfin, Qui ne sont pas moi, je ne forcément pas, tu vois. qui sont un peu des stéréotypes et qui ne représentent pas forcément l'entrepreneur type du quotidien qu'on a en France, qui sont plutôt des cas Ouais. extrêmes et qui, du coup, ont une vision de l'entrepreneuriat qui est parfois un petit peu erronée, justement. Et quand on prend la stat que je donnais tout à l'heure, il n'y a pas 1 million de Steve Jobs en France chaque année, c'est une certitude. Donc, le quotidien entrepreneur est vachement différent de celui de ces entrepreneurs qui sont plus médiatisés. Ouais. Et du coup, sur cette partie master entrepreneuriat, a posteriori, admettons, moi j'arrive au même niveau de mes études, donc j'ai un M1 par exemple, ou je sors de licence, et j'hésite entre me lancer maintenant ou faire un master entrepreneuriat. À qui tu conseilles de faire un master entrepreneuriat et à qui tu conseilles de se lancer tout de suite? Moi, je conseillerais à tout le monde de se lancer tout de suite, honnêtement. Je pense que... Et puis juste, si vous n'osez pas le faire, faites un master, quoi, dans un premier temps.
Mais je dirais que ça dépend en fait déjà du niveau de conscience. En fait, si déjà la personne elle hésite entre je me lance direct ou je fais un master, je pense qu'elle peut se lancer direct. Moi, quand j'ai fait le master, j'étais pas du tout en train de me dire je vais me lancer direct. Tu Mm. vois, genre, ça m'avait même pas effleuré l'esprit de me dire je vais lancer une boîte là demain. Tu vois, j'avais même pas cette hésitation. J'étais plus en mode est-ce que je suis faite pour entreprendre? Est-ce que c'est une voie qui est possible pour moi? Je vais faire un master là-dessus et puis après, je verrai bien en fait. Au pire, de toute façon, j'ai déjà plein d'autres études, je pourrais, tu vois, rebondir sur autre chose. C'est ce que je m'étais dit. Donc, je dirais si la personne elle hésite, elle est déjà en fait à un stade plus élevé que moi j'avais de conscience et du coup, elle peut y aller direct, quoi. Mm. Et les deux en même temps, c'est faisable? C'est un peu chaud, ça s'appelle un incubateur hein, plutôt. Ouais, ok, logique. Effectivement. Effectivement. Je Cool. crois. Enfin, en tout cas, tu vois, moi, un master au SCP, ce qu'ils avaient bien fait, enfin, ils te disent que tu as un projet, que tu trouves tes associés, etc. Mais bon, la réalité, c'est que c'est difficile, de toute façon, de trouver un projet comme ça avec des gens que tu connais pas, tu vois. Enfin, souvent, tu te plantes et t'as pas ce que tu veux. Donc, ouais, c'est compliqué. Ils essaient de faire du matching avec les gens dans la classe, mais enfin, la probabilité pour trouver quelqu'un avec qui tu as envie de monter une boîte, de faire, tu vois, un gros projet sur Mm. 30 personnes, elle est vraiment très faible. Ok, cool. Super clair. Et donc, bah là, ça fait à peu près 2 ans que tu t'es lancée toute seule. Dans ce parcours-là, c'est quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés? Ouais. Bah, alors, le tout premier, en fait, d'ailleurs, quand tu me dis toute seule, ça fait 1 an et demi, en fait, je suis sortie du master. Et en gros, l'exercice, justement, c'était de faire un business plan. Et du coup, là, on était deux. Donc, pour moi, la première difficulté, ça a été la séparation avec Emeline, où je me suis retrouvée seule, tu vois. Mm. Et la deuxième, Tu n'étais donc, ton associé au départ. Donc, t'as ouais, fait ton business plan en sortie d'école ouais, et tu étais associé avec une personne du coup de ta promo. Et en fait, c'est à ça, un moment, tu t'es rendu compte que ça ne le faisait pas et tu t'es retrouvée toute seule, c'est ça? c'est Ok. exactement ça, en fait. Point de départ, on était ensemble. Donc ça, c'était la première difficulté, la séparation avec elle. Et du coup, la deuxième difficulté, bah, c'est d'être seule, en fait. Je me suis retrouvée seule, tu vois, mais pas, c'était pas un choix de départ. Tu vois, je me suis pas Mm. lancée en me disant, tiens, je vais être seule. C'était plutôt une conséquence d'une mauvaise association. Euh, mais ouais, donc ça, c'était le premier truc difficile. Après, j'ai réussi à rebondir assez rapidement parce que je me suis bien entourée. J'ai trouvé des gens, tu vois, qui étaient dans les mêmes conditions et ça aide de ouf, en vrai. Comment tu as fait ça? Tu as rejoint des groupes Facebook, tu as Ouais. prospecté des gens, tu as commenté des posts LinkedIn. C'était quoi la stratégie pour trouver ces personnes pour plus être toute seule? Ouais. Bah, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que là où j'avais de la chance quand même, c'est que tu vois, dans le master entrepreneuriat que je fais, il y avait quand même des gens qui étaient en train de monter d'autres boîtes, donc j'ai commencé par là. Tu vois, j'ai commencé par regarder les gens que je connaissais qui étaient dans ce secteur-là, qui étaient au même niveau que moi aussi, du coup. Après, ils n'avaient pas du tout les mêmes projets. Moi, j'étais sur un truc réseaux sociaux, eux, ils étaient sur d'autres projets, donc on n'avait pas forcément les mêmes problématiques. Et en fait, je dirais que c'est arrivé par hasard au fur et à mesure sur LinkedIn. Moi, c'est LinkedIn, vraiment, qui m'a permis de Ok. trouver les gens. C'est par exemple, tu vois, Thibault Louis, je l'ai rencontré comme ça. On a fait le même master, mais lui, il m'a recontacté un peu plus tard euh, parce que parce qu'il voulait se lancer sur LinkedIn aussi. Et puis après, au fur et à mesure, vraiment, tu vois, Nina Ramen, c'est pareil, je l'ai rencontré comme ça, Caroline Juredo aussi, Ulysse Lubin. Enfin, en fait, finalement, je me suis rapprochée de tous les créateurs de contenu, quoi. Hmm. C'est un petit monde, en fait, quand on est tous à poster. Il n'y a pas énormément de gens, il y a forcément un moment où tu finis par envoyer un DM et tu dis hello, viens, on se capte quoi. Hmm. Cool. Donc, ce que tu conseillerais, c'est ça, si quelqu'un veut se lancer et un peu prendre du feedback d'autres personnes, c'est finalement d'aller regarder des gens qui créent déjà du contenu Mm. et de les contacter en direct juste pour avoir un échange, leur demander leurs conseils et t'entourer et du coup avoir une sorte de communauté qui fait que bah, tu es toute seule, mais tu as quand même une équipe quelque part de gens qui partagent les mêmes problématiques et à qui tu peux envoyer un message pour juste dire là, je galère sur tel truc, est-ce que tu as une idée, comment tu as fait, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, bah, en fait, ça dépend enfin, c'est quoi le projet exactement, tu vois. Si la personne, en fait, si tu voulais faire de l'entrepreneuriat pur et dur, genre plutôt comme toi, tu vas monter une start-up, Mhm. etc., un business, bah, là, je dirais, aller à Station F, aller au truc d'entrepreneur, tu vas aller aux events, etc. Et il y a un moment où vous allez rencontrer, en fait, d'autres entrepreneurs qui sont dans le même truc. Vous êtes plus comme moi, genre solopreneur, solo média, et j'ai envie de créer du contenu, en fait, Mhm. bah, là, il faut aller sur les réseaux, il faut aller sur les plateformes, faut suivre le contenu des autres, il faut interagir avec eux, et puis il faut soi-même en fait faire des choses pour ensuite pouvoir contacter les autres, quoi, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'essayer de s'entourer de gens qui ne sont pas au même stade. Hmm.
Ok. Et du coup, c'est bien, ça nous fait rebondir sur le troisième point que tu m'avais identifié en préparation Mm. dans les obstacles de lancement. Donc, on a dit c'est la solitude. On n'a pas parlé encore effectivement du syndrome de l'imposteur, mais du coup, le troisième point dont on avait parlé qui était le manque de visibilité. On va revenir dessus sur comment toi, tu as pallié ça et comment tu as finalement créé un média qui fait qu'aujourd'hui, ça te permet de générer des clients sans avoir besoin de prospecter. Mais juste avant, sur le syndrome de l'imposteur, donc quand tu te lances, tu es sorti d'études, finalement, tu as aucune expertise au sens où tu arrives et tu te dis je vais vendre un service ou une prestation alors que moi-même, je n'ai pas d'expérience dans ce sujet. Comment tu gères ça? Il y a une phrase que tu m'as dit qui est il faut être à l'aise avec le chaos. Est-ce que tu peux en revenir dessus et nous dire pourquoi et comment tu gères ça en fait au quotidien? Ouais. Euh, ouais, effectivement. Alors, au tout début, après le truc, moi, tu sais, au tout début, je m'étais lancée en disant, vas-y, je vais lancer une école qui forme aux réseaux sociaux. Donc, puis, j'avais Mhm. une ambition énorme, tu vois. Je voulais vraiment faire un truc comme Iconoclast, mes versions réseaux sociaux, tu vois. Sachant que moi, j'avais aucune connaissance sur le sujet. Donc, moi, la manière dont j'ai dévié ça, c'était de trouver des experts qui, eux, allaient créer le contenu à ma place, tu vois. Ça, c'était la première étape. Après, j'avais quand même toujours le syndrome de l'imposteur sur le fait que j'avais jamais monté de boîte avant. De toute façon, j'avais aucune idée de comment tu montes une école, quelles sont les étapes, etc. Je savais pas non plus, tu vois, comment faire des lives, comment techniquement, tu vois, je ne savais rien, quoi. Mais du coup, comment j'ai pallié ça, en fait, j'ai cherché plein de gens qui l'ont fait. Tu vois, par exemple, Iconoclast, Marie Taquet, je l'ai appelée. L'école du recrutement avec, j'ai un trou, là, un énorme trou sur son prénom tout d'un coup alors qu'en plus je parle souvent avec lui, mais bon, vous retrouverez l'ancien fondateur de Laurent Brois. Laurent Brois, c'est pareil, je l'ai appelé. J'ai essayé d'appeler toutes les personnes en fait, qui avaient monté des écoles et qui étaient dans le même truc que moi pour comprendre comment ils ont fait. Le mec de Live Mentor aussi, tu vois, Alexandre Dana. Enfin, moi, je passe mon temps à décrocher le téléphone et à me dire, OK, comment t'as fait, explique-moi, tu vois. Et ça, c'était l'étape numéro un. Déjà, au moins pour avoir quelques guides, tu vois, quelques idées, quoi, pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. Déjà, ça rassure de savoir qu'en fait, les autres non plus, ils ne savaient pas. Et tu vois, du coup, tu te dis, bon, je ne suis pas toute seule. Et en fait, juste, il faut que je commence à faire des trucs, quoi. Donc ça, Et ouais. plus avoir des experts, donc c'était pas tout de suite moi. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, là, j'ai commencé moi-même à prendre la parole, tu vois, quand j'ai commencé à se sentir plus confiante sur les sujets. Et est-ce que aujourd'hui tu l'as toujours le syndrome de l'imposteur? Bah ouais, je Ça, pense c'est que rassurant. Je pense qu'il faut le dire, c'est que je pense que tous les créateurs de contenu, peu importe leur niveau, et même j'ai envie de dire, plus ils sont, on va dire, connus, plus il y a un syndrome de l'imposteur fort de se dire quelle est la légitimité à parler et est-ce que avoir une telle audience, c'est mérité par rapport à finalement ce que j'apporte comme valeur, ce que je connais, ce que je maîtrise comme sujet et mon niveau d'expertise. Donc c'est cool de dire que bah, même toi, tu l'as toujours, quoi. Cool. ouais. Mais Et je pense que tous les créateurs de contenu l'ont en fait, en vrai, oui, je tu pense vois. que c'est un fait pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, effectivement, c'est un truc qui revient quasi systématiquement. C'est bah ouais, j'ai beau faire 1 million de vues par mois sur LinkedIn, je me demande toujours pourquoi je suis là et, Mm. et pourquoi ça m'arrive à moi, entre guillemets, et est-ce que vraiment je suis légitime à parler de ce dont je parle. Et on est toujours légitime parce que ton expérience de vie et qui tu es fait que tu es à la fin une personne unique qui a toujours des choses à partager que les autres, ils n'ont pas vécu ou qui ne maîtrisent pas. Et ça, c'est un petit peu la beauté, entre guillemets, des réseaux sociaux maintenant, c'est que du coup, chacun peut exprimer qui il est et après, ça intéresse des gens ou ça n'intéresse pas des gens. Mais si tu parles de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu sais, si les gens ils trouvent que c'est pas au niveau d'expertise qu'ils attendent, bah, juste, ils ne te suivent pas de toute façon. Donc, si tu as du résultat à un moment, c'est que ça plaît aux gens et du coup, c'est cool, même si dans tous les cas, ton syndrome de l'imposteur, il reste dans le temps. Ouais. Et du coup, bah, la principale problématique que les freelances ils ont, les solopreneurs quand ils se lancent, c'est comment je trouve mes premiers clients finalement. Ok, je sais que je vais être un peu tout seul, mais je me regroupe avec d'autres personnes. J'ai le syndrome de l'imposteur, mais je m'entoure de gens qui l'ont déjà fait. J'essaye d'y aller, je suis dans l'action, plus trop dans la réflexion. Et là, bah, c'est très bien, j'ai un peu défini mon offre de service. Tu commences par quoi en fait? Tu commences par définir ton offre de service ou par trouver des premiers clients alors que tu n'as rien à vendre? C'est quoi la stratégie? Et comment tu l'implémentes? Moi, je pense qu'il faut d'abord trouver les premiers clients avant même d'avoir une offre et un service, tu vois. Je crois que c'est plus important, en fait, le premier objectif, c'est d'avoir des gens au téléphone. Parce qu'en fait, tu peux passer, genre, tu vois, ça c'est une erreur que j'ai faite, tu peux passer des heures à faire des landing pages,
à penser à genre quel service les gens ils vont vouloir, à dire ah ouais, on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et après, tu as les gens au téléphone où tu les accompagnes et tu te rends compte que c'est pas du tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et du coup, tu te dis, putain, j'ai passé quand même une semaine à réfléchir à tout ça. Et en fait, c'est une semaine sur laquelle j'aurais pu faire autre chose, tu vois. Donc, c'est un peu du temps perdu. C'est contre-intuitif parce que c'est pas évident de se dire, tiens, je vais vendre un truc alors que je sais absolument pas qu'est-ce que ça va être. Mais finalement, c'est plus efficace. Donc, ouais, moi, ce que je recommanderais, c'est d'abord d'aller chercher les clients, faire des posts, créer du contenu, envoyer des mails, tu vois. Si c'est du service et de l'accompagnement, en vrai, il suffit de bien travailler sur son profil, tu vois, de bien mettre, OK, on fait de l'accompagnement, genre globalement, c'est quoi le sujet, tu vois. Pas forcément le pricing ni la vente derrière, quoi. Enfin, l'offre précise. De bien travailler ses contenus aussi, d'être bien visible. Et après, forcément, il y a un moment où les gens ils viennent vous contacter parce qu'ils ont une problématique qui est autour, tu vois, du sujet, quoi. Après, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe à côté, mais au moins, au début, vous ouvrez un peu les courses, vous savez, globalement, enfin, tu vois, t'envoies un gros filet, quoi. Et au bout d'un moment, donc, les gens, ils contactent, et là, quand tu les as au téléphone, bah, là, tu fais le travail de vente, hein. En fait, tu leur poses des questions, genre, c'est quoi le problème, c'est quoi exactement, et comme ça, au fur et à mesure, tu définis tes personas, tu vois. Et au fur et à mesure, tu clarifies, à force de rencontrer plusieurs fois les mêmes problématiques, plusieurs fois les mêmes besoins, là, tu te dis, ah, ok, en fait, sur 10 personnes qui m'appellent, ben, il y en a 6 qui ont besoin de ça. Leur problématique, c'est systématiquement ça. Du coup, là, tu peux dire, bon, bah, le besoin, en fait, il est vraiment très fort là-dessus. Et donc, je vais tout miser là-dessus, quoi. Ok. Et là, tu refais un peu ton profil, tu redéfinis un peu mieux, tu redéfinis ta stratégie de contenu, et puis là, tu vises, en fait. Je dirais qu'au début, si tu n'as pas d'idée, tu envoies un peu large, tu testes, tu vois ce qui mord, tu regardes là où il y a plus de traction, en fonction de là où il y a plus de traction, après, tu redéfinis et tu recibles. Et comment tu construis ce filet? Parce que du coup, tu dis j'envoie un peu large. C'est déjà des fois dur d'envoyer précisément. Comment tu Ouais. construis cette marque personnelle au début? Comment tu crées finalement ce média? Puisqu'on parle de créer un média qui est juste sur ta marque personnelle. Mm. Ouais. Bah, alors, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un gros sujet sur lequel on veut se positionner, tu vois. Donc, par exemple, je sais pas, je prends Caroline Jurado, tu vois, elle s'est positionnée sur la crypto. Après, sur la crypto, elle pourrait faire 1 milliard de choses au final, tu vois. Elle pourrait, je sais pas, il y a plein de choses à dire. Ça peut être les actualités, ça peut être les investissements à faire, ça peut être, tu vois, plus comme Snowball qui, lui, parle vraiment du financement personnel, ou elle, en fait, qui est plus dans l'éducation à la crypto, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même, il faut définir, tu vois, un moment, genre, quel va être ton cercle d'action. Et en fait, quel est le mot auquel tu veux être associé, tu vois. Genre, si on dit un mot précisément, si on dit copywriting, on va penser Nina Ramen. Si on dit crypto-monnaie, on va penser Caroline Jurado. Si on dit scale, on va penser à Thibaut, tu vois. Tellement il utilise ce mot et tellement il le dit. Bah voilà, il faut commencer par un mot comme ça, en fait, sur lequel il faut se dire, bon, bah, j'ai envie d'être, que mon nom soit associé à ça. Et en fait, je veux vraiment tourner autour de ça un max au possible, quoi. Donc après, il faut choisir ses canaux et puis après, il faut faire du contenu qui intéresse vraiment les gens. Donc là-dessus, en vrai, c'est un sujet tellement large que je pense qu'il faudrait que tu redéfinisses un petit peu tes questions, tu vois, pour savoir Ouais, par où bien commencer, sûr. quoi. Bah, déjà, donc là, la première étape, Mm. si je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est choisir ton sujet, Ouais. un sujet large, donc finalement un mot. J'aime bien cette idée d'avoir juste un mot, crypto, scale, LinkedIn, c'est ton sujet. Et ensuite, tu vas trouver des chemins au fil du temps qui vont t'amener là où tes clients, tes futurs clients semblent être intéressés et tu vas, disons, découper ton contenu. Euh, L'étape suivante, c'est de trouver ton canal. Est-ce qu'il y a une méthode pour trouver son canal? Ouais. Euh, Comment toi, tu as trouvé ton Euh, canal ou tes canaux? ouais. Moi, alors ce que je recommande toujours, c'est d'avoir une stratégie en plusieurs étapes, tu vois. Étape numéro un, en fait, il faut chercher absolument de l'acquisition. Et l'acquisition, ça, tu peux le faire en fait avec deux plateformes uniquement aujourd'hui, avec LinkedIn ou TikTok. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur leur algorithme, ils prennent pas trop en compte le nombre d'abonnés que tu as. C'est-à-dire que sur TikTok, tu peux faire 1 million de vues alors que tu as 5 abonnés. Et sur LinkedIn, c'est exactement pareil. Demain, tu peux faire un post à 1 million de vues alors que tu as 500 contacts. Tu vois, c'est tout à fait possible. C'est impossible sur Instagram,
C'est impossible sur YouTube et c'est impossible avec une newsletter, tu vois, ou avec un podcast encore plus, quoi. Donc, en gros, déjà, il faut définir, en fait, c'est quoi l'objectif de chaque canal. Et l'objectif numéro un, nous, ce qu'on veut quand on se lance, c'est faire de l'acquisition et faire de la visibilité, quoi. Donc, déjà, pour ces deux raisons-là, il faut aller sur une des deux. Quand on parle Après, acquisition, on ne parle pas forcément acquisition client, on parle acquisition l'audience. d'audience, en fait, de grossir ton audience, de créer ton audience initiale. Ouais. Ouais, Ouais, puis en fait, quand tu dis ça, effectivement, visibilité, dans un premier temps, du coup, c'est créer une audience, vraiment une audience super large. Et donc, pour ça, il faut avoir du monde. Donc, une audience, c'est quoi? C'est des followers ou des subscribers, si on est sur une newsletter, ou de l'écoute, si on est sur tu vois, un podcast ou whatever, quoi. Mais, donc, en gros, ouais, TikTok, LinkedIn, dans un premier temps, pour grossir vraiment l'audience. Ça, moi, je conseille de se focus vraiment dessus pendant 3 mois, 6 mois et uniquement là-dessus, parce qu'en fait, c'est déjà suffisamment dur de créer du contenu et d'essayer de percer sur un canal. Donc, plus on est concentré sur un seul canal, plus on a de chance en fait, d'y arriver. Parce qu'il y a un moment où notre cerveau, en fait, à force de voir la plateforme, il va s'adapter à la plateforme en question, il va créer du contenu qui est fort pour cette plateforme-là. Et une fois qu'on a réussi à percer là-dessus, là, on commence à décaler l'audience en fait sur un canal sur lequel on peut avoir plus de rétention. Donc, je dirais, tu vois, soit un podcast, une newsletter ou des webinars, en fait, des choses qui sont impossibles, ou un blog, tu vois, même des choses qui sont impossibles aujourd'hui à faire connaître et à faire émerger tout seul. Enfin, tu vois, si tu fais une newsletter, c'est cool, tu crées des newsletters, mais enfin, comment tu veux pouvoir avoir des abonnés demain c'est compliqué, quoi. Tu vois, podcast, c'est pareil. Donc, en fait, il faut bien que tu fasses la publicité de tes newsletters quelque part, tu vois. Mais dans un premier temps, il fallait avoir cette audience, quoi. Sinon, tu crées du contenu pour rien. Donc, acquisition. Après, tu les bouges pour avoir de la rétention. Et là, quand tu as les gens sur des emails ou un podcast, en fait, là, ils sont beaucoup plus engagés. Et à partir de là, tu peux commencer à leur vendre des choses, en fait. Déjà, tu as mieux compris, tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que tu as fait des tests, en fait, sur tes posts acquisition. Et après, dans un troisième temps, là, tu essayes de jouer vraiment le long terme, et tu vas sur Instagram, YouTube, ou tu vois, des canaux, en fait, qui sont beaucoup plus difficiles, sur lesquels c'est beaucoup plus difficile d'émerger. Et genre que si tu y arrives, pour le coup, la rétention et la visibilité peuvent être énormes. Et comment on fait quand on est tout seul pour commencer à créer ce média? Aujourd'hui, un média, c'est un journal, c'est souvent des boîtes de plusieurs personnes, voire dizaines de personnes qui sont consacrées à la création de contenu, à créer, reformater, dupliquer tous les contenus, les distribuer sur tous les canaux. Comment tu fais, toi, quand tu es toute seule, pour arriver à faire ça, plus finalement, à un moment ou à un autre, vendre quelque chose à des clients, donc vendre une prestation. Actuellement, tu fais de l'accompagnement, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne scale pas, donc qui ne passe pas à l'échelle au sens où chaque client te prend le même temps que le précédent, ou en tout cas quasiment le même temps que le précédent. Donc, pour vivre, tu es obligé d'avoir un temps fixe consacré à ta prestation. Comment tu fais pour, à côté, avoir ta partie acquisition et cette partie créer un média en Ouais. termes d'organisation temporelle? En fait, en termes d'organisation temporelle, ça va paraître contre-intuitif, mais moi, la majorité du temps est allouée à la création de contenu. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de dépenser, tu vois, seulement 6 heures par semaine en accompagnement, pur et dur, et que ça me rapporte entre 5 000 et 10 000 euros, tu vois. Mais en Ok. fait, ça, c'est possible si et seulement si j'ai gagné de la crédibilité sur l'audience à côté et sur le contenu à côté, tu vois. Donc, en fait, la priorité numéro un, c'est le contenu. Et donc, ça veut dire qu'en termes de temps, ça doit être le contenu aussi. Tu vois, parce que si j'arrête le contenu, du coup, je perds en crédibilité, je perds en visibilité, et donc, j'aurai plus le luxe, en fait, de choisir des clients qui sont prêts à payer cette somme pour être accompagnés 1 heure par semaine, tu vois. Et comment on fait parce que, désolé, mais Ouais, là, en gros, si je fais un calcul rapide, ça fait 24 heures par semaine, par mois. Donc, ouais. 24 heures par mois pour aller à la fourchette basse, 5 000 euros. Ça fait quasiment 500 euros de l'heure si je fais un bon calcul Ça fait pas de ça, ouais. tête. Comment tu fais d'abord pour accepter de mettre un prix à 500 euros de l'heure, alors que la plupart des gens sont à 500 euros la journée? Et Mm. ensuite, comment tu fais pour le vendre? Parce que c'est bien, tu as des clients qui rentrent dans ton funnel, tu as un échange avec eux par téléphone, et là, tu leur dis, bah, écoutez, moi, mon tarif, c'est 500 euros de l'heure. Ah, comment tu arrives à assumer ça? Ouais. En fait, parce que déjà, il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Je pense que c'est la meilleure des réponses, tu vois. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer, ça veut dire que c'est un prix qui a de la valeur pour certaines personnes et qu'en fait, il faut aller chercher ces clients-là. Moi, il y a un truc que j'ai compris, que j'ai mis du temps à comprendre, tu vois, ça m'a mis 1 an et demi, mais en fait, au début,
Je vendais des webinars à 1h30 à 35 euros, tu vois. Et moi, je Ouais. prenais même pas, je prenais quoi, 10-20% là-dessus, parce qu'en plus, c'était l'intervenant qui travaillait. Et derrière, qu'est-ce que je faisais? Je créais une landing page, je créais de la communication, je m'occupais de payer Livestorm. Je passais, franchement, je devais passer au moins 4-5 jours, tu vois, voire une semaine à organiser un webinar, enfin une masterclass, tu vois, c'était une masterclass en fait à l'époque, qui était payante, sur laquelle moi je récupérais 400 balles, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que ça mettait autant d'énergie pour chercher des clients qui étaient prêts à payer 35 euros que pour chercher des clients qui étaient prêts à payer 2000, 3000 euros, tu vois. Donc, en gros, déjà, je pense qu'il faut changer de mindset là-dessus et de se dire, c'est pas ma valeur à moi, tu vois. Il y a des gens qui sont disponibles, il y a des gens qui sont prêts. Il faut juste, en fait, aller les chercher, ceux-là, tu vois. À partir du moment où ils sont prêts à payer, après, il faut juste répondre à leurs demandes, quoi. Donc, Mhm. moi, de mon côté, bon, première chose, c'est ça, c'est mindset. Deuxième chose, euh, bah, je bosse sur le contenu, tu vois. Je bosse sur le contenu et je fais tout pour prouver que je suis la meilleure. Donc là, sur le classement Favicon, je suis arrivée 19e. En engagement, tu vois, justement, je montre que j'arrive à faire 1 million de vues en un mois. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui est capable de faire ça, tu vois. Donc Mhm. après, on est en gros, là en France, sur LinkedIn, du moins en accompagnement, on doit être 5, tu vois, à se battre à peu près. Mhm. Et sur les 5, bah, après, la différence, elle se fait sur le personal branding, tu vois. Mhm. Mhm. Et Du coup, ouais, comment tu les trouves, ces personnes? C'est vraiment full, ils viennent à toi. C'est-à-dire, ouais, je fais mes posts LinkedIn, je fais mes vidéos YouTube et j'attends. Et en fait, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, j'adore ce que tu fais, je voudrais être accompagné par toi. Et tu dis, ouais, bah, OK, on discute. Voilà, ma prestation, c'est ça. Je vais t'aider à, bah, du coup, dans ton cas, à développer ta marque personnelle sur les différents canaux qui sont propres à ton business. Et ça va te coûter 500 euros de l'heure ou je sais pas, qu'elles font un forfait. J'imagine que tu fais un forfait pas forcément à l'heure. Euh, ouais, et là, bah, il prend ou il prend pas. c'est exactement ça. Ok, ok, cool. Alors, là où j'avoue que, tu vois, moi, je pense que je prends beaucoup de risques. Je ne conseillerais pas forcément aux gens de faire ça, honnêtement, surtout au démarrage, euh, parce que bah, la prospection, quand même, ça marche. Mhm, On le sait, ça a montré ses preuves, tu vois. Moi, c'est vrai que je fais le minimum d'efforts, c'est-à-dire que genre, j'ai jamais démarché personne, tu vois. mhm, Et même les gens qui commentent, tu vois, je vais jamais les contacter. Et il y en a parfois, tu vois, qui me disent, ah oui, je suis intéressée. Et en fait, je vais leur dire d'abord, bon, bah, en fait, dis-moi un peu plus sur tes besoins, tu vois, plutôt que de les prendre au téléphone mhm, directement. Donc, tu vois, je fais en plus même de la qualification. Donc, en fait, je fais rien pour augmenter le nombre de leads d'une certaine manière, tu vois, ce qui est un peu dangereux, quoi. Par contre, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je sais que j'ai une chance sur deux pour le closer, tu vois. Je mhm, sais que en fait, j'ai quasiment pas de travail à faire. En général, la personne, elle me connaît très bien. Elle sait exactement qu'elle veut bosser avec moi. Elle veut juste savoir quand et quelles sont les modalités, tu vois. mhm. Ok. Et Et ça, du coup, tout ça, c'est du travail qui se fait en amont, finalement, avec le contenu, tu vois. Donc, j'en reviens au début, de dire, bah, en fait, si vous voulez vous retrouver dans cette position-là, en gros, bah, faut mettre la priorité sur le contenu derrière. ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Finalement, tu crées un peu un effet de rareté au sens où tu n'as pas besoin d'eux. Donc, c'est fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Là, en l'occurrence, c'est simple. Moi, j'ai pas besoin de vous pour vivre. Donc, vous prenez les modalités ou vous ne prenez pas. Et après, c'est ta marque personnelle qui a son truc. Est-ce que tu as un peu des tips? C'est vraiment parce que je pense que c'est assez abstrait pour beaucoup de gens. Tu vois, on dit il faut créer du contenu, il faut choisir ton canal, créer ta marque personnelle, choisir ton sujet. Et en fait, quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a aussi rien dit au sens où Ouais, moi, je me lance et je me dis, ouais, c'est bien, mon sujet, ok. Je vais noter sur un papier mes idées de sujet, puis je me dire à quel moment je vais parler de ça. Ensuite, ok, qu'est-ce que je vais raconter dessus? Euh, de quoi je vais parler sur quel canal? Par où je commence? Tu vois, tout ça. Est-ce que tu as un peu, je vais pas dire, il y a quelqu'un qui a demandé une feuille de route. Je ne sais pas si c'est une feuille de route, mais par où on commence, tu vois? Est-ce qu'on fait un business plan? Est-ce que juste je décide mon sujet et je l'écris mon premier post LinkedIn dessus? C'est quoi les étapes? ouais. Bah, alors, ce qui est bizarre là-dessus, tu vois, c'est que moi, encore une fois, j'ai commencé avec un projet d'école, donc forcément, les étapes que moi j'ai suivies n'étaient pas les mêmes que celles que je recommande Ouais, aujourd'hui. C'est-à-dire que logique. moi, j'ai commencé, tu vois, par faire des masterclass, des webinars.
parce que je voulais faire connaître mon projet au final. Et ce qui est marrant quand même entre deux, c'est que finalement, c'est moi qui me suis fait connaître à force d'interviewer des gens là-dessus. Et je me suis fait reconnaître en plus comme experte sur le sujet des réseaux sociaux parce que j'ai tellement accumulé de connaissances en fait, de la part des autres que du coup, je suis devenue une bibliothèque de connaissances sur ce sujet-là. Donc moi, c'est la manière par laquelle j'ai réussi finalement à percer, par hasard. Mais en fait, si, je pense que c'est un moyen par lequel on peut commencer. Tu vois, on peut commencer justement par avoir un podcast ou une newsletter ou des webinars dans lesquels on va interviewer des experts et en même temps, en fait, communiquer là-dessus, du coup, sur TikTok ou LinkedIn en disant, bah voilà, en fait, je m'intéresse à ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai telle personne qui va y répondre. Parce qu'en fait, de cette manière-là, vous bénéficiez de l'audience de votre invité. Mais du coup, il faut inviter en fait des gens qui sont quand même assez mastoc. Et en gros, pour moi, le démarrage, c'est vraiment de voir ça comme un chercheur, quoi. En gros, il faut se dire, il faut que vous arriviez à trouver de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qui les fait tiquer, quelles sont leurs vraies problématiques. Et pour ça, il faut passer, je dirais, au mieux, au plus court, un mois. Mais après, de toute façon, c'est toute votre vie. De toute façon, moi, je passe mon temps à faire ça. À essayer de comprendre et à chercher c'est quoi les sujets. Donc, à Ça, tu partir le du fais moment comment? Tu le fais en partant de tes sujets et en regardant ce qui marche, en curant du contenu sur les canaux où tu veux aller, en où discutant direct avec des gens qui pourraient être tes futurs clients. Est-ce qu'il y a pas des biais là-dedans qui risquent de t'amener à choisir le mauvais canal ou le mauvais sujet? ouais. Alors, oui, tu le fais en regardant les contenus des autres, mais en fait, directement en demandant aux gens, tu vois. Par exemple, la manière dont je testais les sujets, les webinars, c'était un super bon manière de tester les sujets parce que tu vois direct au niveau des inscrits, tu vois. Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à ça ou est-ce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à ça? Toutes les questions qu'ils posent, les gens, c'est des questions en fait, qui sont une source d'inspiration du coup pour d'autres contenus parce que c'est des vraies problématiques qu'il y a derrière. Après, dès que j'ai un commentaire sur un post de quelqu'un qui dit «Ah, c'est intéressant ce que tu dis là», je me demande pourquoi. Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce que tu trouves de particulièrement intéressant? À ma newsletter, tu vois, les gens qui sont inscrits, en fait, j'envoie un mail au démarrage qui dit OK, est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour me dire pourquoi tu t'inscris, quels sont tes trois plus gros blocages au personal branding? En fait, je passe mon temps à poser des questions aux gens. Dès qu'il y a l'occasion qui se présente, je leur demande mais pourquoi? Mais pourquoi, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, au début, tu as un amas d'informations de qu'est-ce qui va intéresser les gens. Tu as l'impression que c'est très personnel, tu vois, sa situation à elle ou sa situation à l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, toutes ces informations commencent à concorder et tu commences à pouvoir dégager, tu vois, des sujets précis sur lesquels il y a un vrai pain. Et en fait, quand tu as ces sujets-là, du coup, forcément, tu as un bon point de départ qui va donner naturellement plus de visibilité à ton poste parce que déjà, tu as un sujet intéressant, tu vois. Où les gens, forcément, ça va répondre à beaucoup de gens derrière. Et après, dans ton post ou dans tes contenus, tu vois, que ce soit sur TikTok ou en newsletter ou en fait, peu importe, hein, tu peux mettre d'abord, tu vois, la problématique en avant, dire voilà, vous vivez ça comme problématique, et moi j'ai la solution en 4 étapes, quoi. Et après, tu balances ta solution, quoi. Ok, ok. Et juste, il y en a qui disent dommage qu'on n'ait pas un PowerPoint pour résumer ce que tu dis, parce que c'est super cool, mais que c'est difficile à retenir à l'oral. Juste pour parler de ça, nous, tous ces contenus-là, vidéo, on les reprend derrière et on en fait des articles. Donc, vous aurez dans quelques semaines un article qui résume. Si vous restez sur les liens de description Zoom, vous aurez le lien de l'article à un moment ou à un autre qui résume tout ça à l'écrit avec des visuels et tout. Donc, l'idée, c'est aussi que ce soit un contenu qui soit activable. Et justement, nous, on s'est un peu spécialisé là-dedans. On a tout un système où ce webinar, il est dispo en replay sur YouTube, donc vous pouvez le revoir juste après. Ensuite, on reprend le contenu en article et ensuite, on essaie de découper tous les apprentissages en post LinkedIn pour distribuer ça au plus grand nombre en partant d'un contenu. Et justement, je pense que c'est une bonne occasion de revenir dessus. Est-ce que toi, tu utilises ce système de... Donc, juste si je résume, on parle d'aller chercher, donc vraiment, comme tu dis, d'un chercheur, vraiment mener l'enquête. Donc, dès que possible, aller prendre du feedback sur les audiences idéales pour comprendre ce que les gens veulent, qui sont en rapport finalement à ce que tu as envie de faire et avec les sujets qui te touchent. Et quand tu arrives à faire matcher les deux, tu itères sur le contenu. Donc là, on a dit, si possible, au début, LinkedIn ou TikTok, parce que les algorithmes sont assez favorables et que ton audience initiale a peu d'impact sur ta portée. Et donc, tu peux aller chercher de la viralité sans être connu. Une fois que tu as défini ces sujets-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller
faire venir d'autres experts sur ton sujet, donc sur ton média, soit sur ton post LinkedIn, mais peut-être que les vidéos se prêtent mieux pour ces trucs-là ou le podcast, où tu interviews des gens qui sont experts sur ce sujet-là, donc qui vont aussi relayer sur leurs audiences, et donc tu vas aller grappiller des bouts de leurs audiences sur ton sujet. Ça va te permettre et d'accumuler de l'expertise, parce que du coup, tu as des mecs qui viennent, qui parlent d'un sujet que tu ne maîtrises pas encore forcément parfaitement, mais du coup, tu vois, comme aujourd'hui, j'apprends plein de trucs avec toi, donc ça me donne du savoir que je vais pouvoir réutiliser moi-même dans d'autres contenus. Ça te permet de commencer à apporter beaucoup de valeur, à structurer ton audience, à aussi créer des relations, j'imagine, puisque ces gens-là que tu interviews, tu as un petit peu un contact direct avec eux, tu peux leur envoyer un message ou les appeler justement pour leur dire plus tard, ouais, là, j'ai telle galère, la dernière fois, tu m'avais parlé de ça, est-ce que tu as une idée de comment je pourrais m'en sortir finalement? Exactement. Euh, donc ça c'est toute l'itération. Et ensuite, arrive un moment où tu as potentiellement plusieurs formats de contenu, de la vidéo, du podcast ou des contenus LinkedIn. Est-ce que justement, dans cette organisation temporelle, tu as un process qui te permet de partir d'un savoir, d'un apprentissage d'une idée et de le reformater dans différents contenus et dans différents canaux, sachant qu'on est bien d'accord que quand tu commences, il vaut mieux faire un seul canal super bien, itérer au max dessus jusqu'à trouver ce qui marche que de faire 10 canaux différents et du coup de perdre énormément d'énergie sur ces 10 canaux. Mais du Ouais. coup, est-ce que toi, aujourd'hui, qui est du coup un stade plus avancé, on est bien d'accord, tu as un process qui te permet de partir d'un contenu comme ça et de le reproposer en anglais. Moi, j'aime bien dire recycler, parce que c'est une Ouais. forme de recyclage. Bah, alors là-dessus, moi, j'avoue que je suis pas la meilleure. Mais ça, c'est très personnel. C'est Mhm. que moi, en fait, j'ai tendance à m'ennuyer rapidement d'une idée. Tu vois, une fois que j'ai pondu un article, en fait, je déteste réécrire là-dessus ou Mhm. reposter là-dessus, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est du revu, du redit, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère, tu vois, jouer même dans mes contenus. Tu vois, par exemple, Thibault Louis, il poste 4 fois par jour. Moi, je poste Mhm. 2 fois par semaine, en fait. C'est Mhm. une stratégie vraiment complètement différente. Parce que je déteste tourner en boucle, raconter plein de fois les mêmes choses, tu vois, et je préfère jouer ce truc de rareté et de me dire, bah, en fait, un contenu, chaque contenu est un peu une carte de la collection, tu vois, et c'est une idée qui est exprimée, et puis il faut aller chercher ce contenu-là, tu vois. Après, je préfère en fait les rassembler quelque part. Donc, il y a un moment, je vais tout rassembler, tu vois, dans une bibliothèque, et puis je vais mettre ça sur un site, et je vais dire, bon, bah voilà, tu vois, pour X sujet, bah, en fait, j'ai écrit ça, ça, ça et ça, quoi. Ou j'en fais des articles plus longs, à la limite, ça, je peux le faire. Tu vois, ça m'arrive de faire un article long et puis de faire un mini résumé sur LinkedIn. Ça, c'est possible. Mais sinon, tu vois, par exemple, les vidéos YouTube sont complètement différentes de mes articles, qui sont complètement différents de mes newsletters et de mes posts LinkedIn de manière générale. Donc là-dessus, je dirais que ça dépend. En fait, ce qui est recommandé, c'est plus de faire comme Thibaut, tu vas te créer plein de contenus. Mhm. Et puis comme Nina, tu vois aussi de dupliquer, de recycler, etc. Ce qui se fait le plus. C'est la manière la plus intelligente. Maintenant, on n'est pas tous pareils. Il y en a probablement qui, comme moi, sont comme moi dans la salle, qui sont un peu plus perfectionnistes, qui n'aiment pas répéter les choses. Et la vérité, c'est que ça marche aussi, quoi. C'est intéressant, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, dans ce monde où il y a de plus en plus de gens qui vont se lancer en solopreneur, il y a ce truc un peu de toujours aller copier ce qui marche en Ouais, oubliant que des fois, tu peux être le premier à faire un truc qui marche et que c'est souvent en testant des choses différentes. Et effectivement, quand tu te lances, tu dis, c'est un truc que je vois souvent, c'est, je ne sais pas comment je vais faire, comment je me lance, par quoi je commence. Et en fait, il y a de fortes chances que juste en passant à l'action, tu fasses des erreurs toi-même et que tu ailles construire ta propre manière de faire. Et c'est souvent là que tu vas le plus te différencier. Et là, on parle vraiment de différenciation finalement dans la marque personnelle. Ça va avec cette notion de différenciation qui est, si tu te lances en solopreneur, tu ne veux pas aller sur une plateforme de freelancing parce que tu n'as aucun moyen de te différencier à part ton prix et entre guillemets ta note pour tes prestations passées, mais qui du coup est quelque chose qui est super dur parce que tu es en concurrence avec des gens dans le monde entier et des Indiens qui peuvent se pricer 10 fois moins cher que toi. Et là, on parle de se différencier. Et se différencier, ça veut dire finalement être soi-même et faire le truc que tu as envie de faire. Et si on te dit, ouais, en fait, si tu t'étais dit, ce qui marche, c'est de reprendre mon contenu tout le temps et de le recycler tout le temps, et qu'en fait, tu n'as pas l'énergie pour ça, tu vas faire du contenu de moins bonne qualité, tu vas procrastiner, tu ne voudras plus le faire parce que ça t'aura fatigué, tu n'auras juste pas envie de le faire, et donc ton contenu sera moins bon, et donc moins percutant, et donc moins différenciant, et finalement, tu n'arriveras pas forcément au même résultat que ce que tu as aujourd'hui en faisant le truc qui te ressemble. Et moi, je trouve ça un beau message au sens où, dans tous ces gens qui veulent se lancer dans toute l'audience là, c'est aussi faire ce qui vous ressemble, faire ce que vous avez envie de faire.
Et tout en étant dans l'ouverture d'esprit dont tu as parlé, qui est aller chercher ce que les gens veulent et essayer de faire matcher ce que les gens veulent et ce que toi tu veux. Et c'est là aussi que tu as toute cette énergie qui te permet d'être créatif, particulièrement dans la construction d'un média où il faut aimer ça en fait pour avoir ce niveau de créativité. C'est pareil, Thibaut, il dit souvent, il compare souvent le contenu au sport et je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est que quand tu vois des gens s'entraîner 5 jours sur 7 à la salle, tu te dis comment ils font. En fait, ils y prennent du plaisir, donc ils ne se posent pas la question. Et toi, tu vas faire des abdos, tu n'as pas du tout envie d'y aller parce que tu ne prends pas de plaisir. Et donc, évidemment, tu vas te lancer, tu vas faire ton programme, tu vas faire ton régime, mais au bout de 3 semaines, tu vas abandonner parce que tu n'as pas trouvé la manière de prendre du plaisir. Et peut-être que le plaisir, c'est pas d'aller faire du fitness ou de la muscu avec les autres, c'est de choisir un autre sport dans lequel tu t'éclates et où finalement, tu n'as pas l'impression de faire du sport. Et là, c'est un peu la même comparaison. Donc, c'est super cool comme approche d'avoir cette chose différente. C'est pareil, on avait Baptiste Piocet la semaine dernière, il y a 2 semaines, où on parlait de contenu LinkedIn. Il disait pareil, moi, mon idée, je la recycle en 100 idées différentes. Et effectivement, moi, je fonctionne un peu comme ça dans ma création de contenu. Mais c'est super cool d'avoir la vision Moi, opposée et de j'aime se pas dire du que tout. ça peut marcher dans l'autre sens. Donc, la morale de l'histoire, c'est prenez-y du plaisir et trouvez votre manière de faire, quoi. Super. Ouais, et puis en fait, justement, tu vois, les clients qui contactent Thibaut, en fait, sont pas ceux qui viennent me contacter moi en Ouais. général, parce que on a un positionnement qui est différent. Moi, j'ai beaucoup de gens qui aiment bien, qui sont plutôt sur du slow working, tu vois, ou qui justement se sentent un peu différents, et qui se disent, bon, bah tiens, je vois bien qu'en fait, on nous encourage. Puis en fait, en plus, c'est marrant, mais tu vois, encore une fois, c'est un peu un truc à la Elon Musk et Mark Zuckerberg. Il y a un côté un peu viril, tu vois, là-dedans, dans le côté d'être une machine de contenu, tu vois. Même dans le terme, en fait, quand on dit une machine, c'est quelque chose de très masculin. Et je pense qu'en fait, bah, tu vois, la majorité des femmes se retrouvent pas là-dedans. Parce que, Mm. enfin, moi, après, c'est une question de genre, mais c'est un truc que je remarque, tu vois. Je vois peu de créatrices de contenu faire une stratégie comme ça, par Mm. exemple. Alors, je vois beaucoup de créateurs de contenu faire ce genre de stratégie. Mm. Euh, mais globalement, ouais, même si après c'est juste une question de personnalité, tu vois, mais pour dire qu'en fait, il y a d'autres manières d'y arriver, mais moi, c'est celle qui est aujourd'hui la plus recommandée et la plus publicité, mais c'est pas la seule. Et c'est vrai que je vois beaucoup de créateurs de contenu recycler des idées et être très clivants, alors qu'on va avoir des contenus euh, euh, chez les filles qui sont souvent beaucoup plus empathiques, Mm. un peu tournés différemment, peut-être c'est cliché, mais qui du coup servent pas forcément les mêmes audiences de la même manière, et c'est cool, ça apporte plein de diversité. Donc Ouais, vraiment super intéressant de voir ouais. la chose comme ça et de trouver son style. Cool. On a bien dégrossi la partie média. Est-ce qu'il y en a, s'il y en a qui ont des questions dessus, qu'on réponde un peu en direct, je vais juste repasser. J'ai vu des questions très spécifiques sur quel type de contenu LinkedIn on fait, est-ce qu'on fait des sondages, est-ce qu'on fait des articles, est-ce Non. que tu veux donner deux, trois recommandations là-dessus? Une fois de plus, c'est les mêmes questions qui reviennent un peu de Ouais. webinaire en webinaire sur ces sujets. Bah oui, Et, c'est ça les sujets, tu vois. et Comme en ça fait, que c'est je un... fais aussi, voilà, typiquement, par exemple, là, vous voyez, toi, non dit, c'est toujours les mêmes questions, et ça, je le sais, c'est toujours les mêmes questions, et je peux vous dire dès maintenant, par exemple, toutes les questions que les gens se posent sur LinkedIn. Oui, Alors, question du jour, le jour où il faut poster. Il faut ouais. poster le mardi, le mercredi, le jeudi. En général, le matin. Maintenant, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de le faire le soir, parce que tout le monde a entendu qu'il fallait faire le matin. Du coup, le matin, tout le monde poste. Si vous voulez être plutôt à côté de l'autoroute, il faut le faire à ce moment-là. Les tags, est-ce que c'est nécessaire ou non? C'est bien de taguer une personne, mais attention, si vous la taguez et qu'elle ne répond pas dans l'heure, enfin, ou même qu'elle like pas, ça baisse le reach de 20%. Donc, à éviter. Les hashtags, honnêtement, je ne vois pas la différence. Ça ne sert à rien. La fréquence de posts, bah, comme je disais, en fait, plus vous postez, si vous faites 4 posts par semaine comme Thibaut, plus vous aurez de résultats. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de le faire et de tenir le rythme, oui ou non. Il vaut mieux être régulier sur le long terme. Dites-vous, si vous voulez vraiment devenir un solo média, un solopreneur, ben, combien de temps vous voulez faire ce métier-là? Et du Mm. coup, combien de temps vous voulez tenir en termes de création de contenu? Si vous avez 3 ans à faire ce métier, il faut vous poser la question, quel est le rythme que je peux tenir sur 3 ans? Et vraiment, il faut se demander ça. C'est pas juste là, sur le mois prochain, en fait, quel rythme je peux tenir. Non, non, c'est un marathon et il faut vraiment tenir sur le long terme. Donc, il y a ça. Après, les formats, le format roi, c'est le carousel parce qu'il améliore le dwell time. Vidéo aussi, mais attention, il faut qu'elle soit Votre native. time, c'est le temps passé sur le poste. Ouais, il faut qu'elle soit native, qu'il y ait des sous-titres. Et sinon, le mieux, c'est juste texte.
texte avec photo ou sans photo. Et après, les articles, c'est à oublier. Les sondages, oui, ça marche, mais il faut les faire intelligemment parce que si vous dites est-ce que vous voulez du thé ou du café, quelle est la valeur ajoutée là-dedans, quel est le problème que vous résoudez pour votre audience, en fait, il faut vraiment penser, si vous êtes un média, est-ce que Combini, demain, ou Le Figaro ferait un sondage, est-ce que vous préférez le thé ou le café? Non, ils partagent des opinions, ils partagent des informations qui sont intéressantes pour leur audience, c'est comme ça qu'on crée de la rétention et en fait que les gens viennent et reviennent lire en permanence vos contenus. Faire attention aussi à ne pas vous décrédibiliser avec des contenus juste parce que ça marche. Chaque fois que vous faites un contenu qui est fait juste pour marcher et que vous oubliez en fait l'objectif à la fin qui est quand même de créer du contenu qui va intéresser votre audience, bah, vous perdez des points en crédibilité. Des points en crédibilité sur le long terme qui fait que du coup, la prochaine fois que quelqu'un voit votre tête, elle aura moins confiance. Ça, faut faire gaffe, quoi. Donc, ouais, les sondages, voilà, ça marche, mais en crédibilité, c'est pas forcément le meilleur. Donc, je dirais éviter. Et ce qu'il faut absolument arrêter, c'est de partager du contenu. Ça marche pas. Les partages, repartage de posts, Ouais. c'est rien. Dans ce cas-là, il vaut mieux reprendre une idée et taguer la personne en la remerciant d'avoir partagé son idée et en mettant le lien du post en commentaire plutôt que de repartager. Le partage de post a vraiment aucune portée. Et même, ça a très peu d'impact sur la publication initiale, en fait. Ça a moins d'impact qu'un commentaire. Et, ça fait passer le post sous une autre vague. Enfin, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait, LinkedIn, là-dessus, mais clairement. Et après, moi, j'ajouterais quand même que les hashtags, les photos, les horaires, la taille du poste, le sondage, finalement, c'est des suroptimisations qui deviennent intéressantes quand on a déjà créé un minimum de stratégie. Et si votre poste il est merdique de base, il y a forte chance qu'il, en tous les cas, peu importe l'heure, le nombre de hashtags, les photos, les emojis et tout ce que vous voulez, il ne fonctionne pas en fait. Donc la première règle, c'est de créer du contenu de qualité. Et moi, par exemple, les horaires, les jours de la semaine, je ne regarde pas, les hashtags, j'en mets pas. Et mon audience, elle continue de grandir et j'ai une belle croissance d'audience et c'est pas du tout corrélé aux horaires auxquels je poste. C'est vraiment des choses auxquelles je fais assez peu attention. Donc finalement, le point de départ, ça reste quand même ça. Et il y avait une question qui est revenue plusieurs fois qui est, tu as parlé d'aller chercher les questions, enfin les avis en fait de ton audience assez vite. Tu as parlé de demander aux gens qui aiment ton contenu bah, pourquoi ils ont aimé. Tu as parlé d'aller interroger des gens autour de toi ou des gens qui s'inscrivent à tes contenus. Est-ce que envoyer un Google Form dans des groupes Facebook ou LinkedIn, c'est pertinent? Ça me paraît être un peu à la pêche comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux pas une audience très ciblée? Ouais, moi je préférerais, en fait, bon, déjà, envoyer un Google Form. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des réponses à un Google Form envoyé sur Facebook? Enfin, Je pense en vrai, que tu peux c'est avoir un peu le truc. Ah entre ouais? une et trois réponses, mais est-ce qu'elles sont Ouais, pertinentes? voilà, tu vois, t'as pas des réponses de quelqu'un qui sait vraiment ce que tu fais. Moi, j'ai jamais vu, tu vois, un Google Form comme ça sur les groupes Facebook vraiment fonctionner. C'est très difficile d'analyser vraiment les réponses derrière, tu vois. Ouais. Moi, je préfère faire vraiment du qualitatif, c'est-à-dire que si tu as un like, ben, tu prends ce like, hein, tu vas prendre la personne, tu la contactes, tu envoies un message, tu dis merci pour ton like. Voilà, je démarre, tu vois, quelque chose de très empathique, hein, mais écoute, je démarre dans la création de contenu, c'était dans mes premiers posts, j'ai vraiment envie d'aller là-dedans, tu vois, t'es un de mes premiers likes, merci beaucoup. Mm. Est-ce que je peux te poser deux, trois petites questions, tu vois, pour en savoir plus de pourquoi tu as liké, qu'est-ce que tu as apprécié là-dedans. En fait, vous allez apprendre vraiment beaucoup plus d'informations que si vous mettez un Google Form sur Facebook à des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez, quoi. Après, vous pouvez aussi demander l'avis à votre entourage, mais attention à ça. Mm. Parce qu'ils sont rarement d'accord avec ce que vous faites. Moi, si j'avais demandé vraiment systématiquement l'avis de mes parents ou de ma famille ou de mes potes sur mes posts, je pense que j'aurais jamais posté. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, ce que j'aime bien sur la stratégie pour LinkedIn est un super canal pour aller prendre du feedback, vraiment. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de contacter des gens qui peuvent correspondre avec votre audience en message privé, soit manuellement, soit automatiquement. Et tu as des résultats qui sont vraiment incroyables, en fait, parce que quand tu approches les gens, si tu cherches à leur vendre un truc, ils t'envoient bouler. Mais si tu leur demandes de l'aide, c'est incroyable comme l'humain est prêt à t'aider. Et en fait, les campagnes qui marchent le mieux,
pour aller discuter avec des gens sur LinkedIn et créer son réseau, c'est vraiment d'aller voir des gens, de choisir une audience, de dire, alors tu as plusieurs manières, soit tu cherches, tu fais une recherche ciblée, tu dis, OK, je veux cibler les freelances, donc je vais chercher tous les gens qui ont freelance dans leur titre, soit tu peux aller récupérer les gens qui ont commenté des posts d'audience similaires, donc typiquement, tu vas aller chercher les gens qui ont commenté des posts de créateurs de contenu que tu as repérés qui sont dans le même écosystème que toi, et tu vas aller voir, tu vas dire, ah, j'ai vu que tu avais commenté le post de machin sur tel sujet, pourquoi ce sujet t'intéresse, quels sont tes freins aujourd'hui. Enfin, tu vas pouvoir poser tes questions en message privé, tu auras des super réponses et c'est l'occasion des fois de trouver ses premiers clients parce que tu peux dire, ah ok, super, je suis en train de montrer une offre, j'aimerais bien avoir ton retour dessus pour savoir si ça pourrait correspondre et surtout d'avoir des échanges hyper qualitatifs et finalement avoir une stat dans ton Google Form de gens qui disent, avez-vous un jour envie de lancer votre boîte et tu as 60% oui, 40% non, ça t'a pas beaucoup avancé Ouais. dans ta stratégie, alors qu'avoir discuté avec 10 personnes qui t'ont dit pourquoi elles réfléchissent à lancer une boîte ou pourquoi elles pensent jamais lancer une boîte, c'est infiniment plus précieux comme savoir et comme données. Et c'est ce que tu rentres dans ton intuition qui va te permettre ensuite de faire des choix un peu plus précis. Et une fois de plus, si c'est des mecs qui ne matchent pas du tout avec ton audience finale, mais juste ils ont vu ton Google Form, ils ont envie d'être gentils sur le groupe Facebook, qui t'ont répondu, tu n'auras pas forcément la même qualité. Donc, aller chercher en message privé les gens sur LinkedIn, ça marche assez bien dans quasiment tous les moments où tu veux avoir du feedback. Et même des fois, moi, j'utilise ça pour tester des approches de prospection. Tu envoies un message et tu dis, j'essaie de prospecter ce type de gens-là. Et voilà le message que je leur envoie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur une échelle de 1 à 10, à combien, quelle est la probabilité que tu répondes? Et tu as des super feedbacks, des gens qui disent, ah, le message, je n'ai pas compris et tout. Et ça te permet d'affiner ton approche en demandant de l'aide aux gens et tu as des meilleurs taux de réponse que si juste tu avais envoyé le message directement. Donc, c'est assez cool et c'est une bonne manière de grossir un peu ton audience aussi, puisque quand tu connectes avec les gens et que tu interagis avec eux, ils ont un peu plus de chances de voir tes contenus derrière. Donc, si tu as connecté avec des gens qui peuvent être ta cible future, bah, finalement, il y a des chances après ils voient tes posts et si ça leur plaît, qu'ils interagissent avec toi. Donc, une super manière aussi, c'est d'arriver et c'est pareil, moi, je recommande ça. Vous ciblez votre audience et vous lui demandez ces trois principales problématiques. Donc, typiquement, vous ciblez des freelances, vous allez voir les freelances et vous leur dites, d'après vous, c'est quoi les trois principaux problèmes que tu as en freelance et tu collectes tous les retours et ensuite tu fais des posts qui répondent à ces problématiques-là avec tes solutions. Tu vas chercher des experts sur les sujets et tu vas trouver les solutions, tu les proposes dans du contenu. Et tu sais déjà que ce contenu va plaire à des gens parce que c'est ce que les gens t'ont dit qui sont ton audience cible. Et en plus, vu que tu as interagi avec eux sur LinkedIn, il y a des chances qu'ils voient tes contenus et c'est une boucle vertueuse qui fait que tu les rentres dans ton audience et potentiellement un jour, ça te permet d'avoir des clients. Donc, c'est assez cool. Ouais. Euh, Franchement, tu l'as trop bien résumé. J'étais à fond sur ce que tu disais. Ah ouais, grave. je suis étonné qu'il y ait personne qui ait posé la question de est-ce qu'on peut publier avec sa page entreprise? Ah oui, c'est vrai, c'est Personne n'a attends, posé cette ça, je question l'ai pas encore. mis dans les. C'est parce que c'est devenu évident. Maintenant, les gens savent que c'est une mauvaise idée. Donc, on Ouais. n'a même pas besoin d'en parler. C'est génial. Mm. Voilà, bon, ça résume bien. Euh, On a déjà fait pour, un peu de ça, je pour vois. finir, donc Ouais. il y a des questions un peu spécifiques. On reviendra à la fin, on les prendra une par une sur les hashtags, tout ça. Moi, je voudrais juste finir un peu sur ce qu'on a commencé à raconter sur la partie le monde du travail, il change. C'était un peu l'intro et c'est un peu la conclusion, entre guillemets. On discutait en préparation, toi, tu n'as pas envie de recruter. Et du coup, comment tu vois ce futur du soloprenariat pour toi personnellement et peut-être sur l'évolution qui va avec et tes recommandations un peu personnelles, ta vision perso, quoi. Ouais. Alors, c'est marrant parce que je le vois pas trop. Enfin, je le vois pas. J'ai aucune vision long terme là-dessus. Enfin, ou alors, c'est très nébuleux, tu vois. En fait, ça, c'est un autre truc d'ailleurs que j'ai appris avec l'entrepreneuriat, tu vois, c'est que faire des plans sur le long terme, ça sert un peu à rien. Normalement, moi, je suis plutôt du genre, tu vois, à bien m'organiser, à faire de grands plans, à me dire, putain, je vais aller dans cette direction, tu vois. Et en fait, il n'y a jamais rien qui fonctionne exactement comme tu avais prévu. Donc, ça, bah, j'ai abandonné aussi. Et maintenant, j'ai appris à vivre avec le chaos, comme tu disais au début, et à me dire, bon, ben, plutôt, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, dans 3 à 6 mois. Là, aujourd'hui, j'en suis là. Je sais quelles sont les pistes de développement que j'ai dans 3 à 6 mois. Je sais globalement, tu vois, à quoi va ressembler l'avenir. Mais après, il y a 1 milliard de directions possibles, tu vois, que je peux prendre et qui sont toujours ouvertes. Et d'un côté, c'est ce que j'aime bien aussi. Moi, c'est ce que j'ai fui avec le salariat, même si je ne l'ai jamais vraiment vécu, tu vois. Mais quand j'ai fait un stage chez L'Oréal, par exemple, c'était l'angoisse parce que je me disais, j'avais vraiment l'impression d'être assise dans un train et d'appuyer sur le bouton start et puis de me dire, putain, tu sais exactement où est-ce que tu vas être dans 2 ans, où est-ce que tu vas être dans 4 ans, où est-ce que tu vas être dans 5.
et ta vie défile sous tes yeux, tu vois, tu as juste à la suivre, tu as juste à faire ce qu'on te demande, et ta vie défile sous tes yeux, tu vois, tu as juste à faire ce qu'on te demande, et dans 10 ans, tu sais que tu vas finir PM de X marque, tu vois, dans tel secteur de L'Oréal, quoi. Et ça, moi, ça m'angoisse plus que l'idée de ne pas savoir, justement, et d'avoir la liberté derrière de faire ce que je veux, quoi. Donc voilà, c'est Ok, le yin et cool. le yang, l'avantage et l'inconvénient, quoi. Ouais, et ouais, du coup, les avantages et inconvénients, ouais, c'est un peu ce que tu as résumé, mais qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui? Pourquoi tu conseillerais à quelqu'un de se lancer, tu vois? Là, il y a des gens qui sont là, ils se demandent, OK, je réfléchis à me lancer dans le soloprenariat. Qu'est-ce qui, quelles sont tes motivations? Enfin, qu'est-ce que tu lui conseilles, tu vois? Pourquoi se lancer ou pourquoi pas se lancer? Quelles sont les bonnes et les Ouais. mauvaises raisons? Bah, ça dépend. Après, ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, hein, tu vois. Si on est salarié et puis qu'on apprécie travailler en équipe, qu'on apprécie ne pas avoir une grosse charge mentale, je dirais, de choses à faire, tu vois. Bon, bah, dans ce cas-là, il faut rester, enfin, de choses à faire. Tout est relatif, tu vois. Mais ce qui rejoint beaucoup les entrepreneurs et les créateurs de contenu, tu vois, c'est que le cerveau ne s'arrête jamais. Par exemple, tu as toujours des idées, tu vois, à 3 heures du matin, tu réfléchis quand même à tout truc. Ça, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, faut aimer cette surcharge mentale qu'on peut avoir. Donc ça, c'est déjà du passage du salariat à solo, enfin entrepreneur, quoi. Et après, entre start-upper ou solopreneur, ben, la différence, en fait, c'est encore une fois, c'est est-ce qu'on aime travailler seul? Ou alors, est-ce qu'on préfère en fait bâtir une équipe et puis devenir un manager? Et là, ça revient à qu'est-ce qu'on aime faire de notre quotidien. Hmm. Moi, dans mon quotidien, le management, c'est pas trop mon truc. Tu vois, coach, je peux faire. Management, c'est compliqué. Ça me prend beaucoup d'énergie, en fait, pour que je sois bonne, tu vois. Pour moi, c'est très énergivore, quoi. Je préfère, alors que de faire des vidéos, de rédiger du contenu et tout ça, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est naturel pour moi de me dire que, ben, en fait, je vais rester à produire du contenu et que je vais essayer de trouver, en fait, parmi mes compétences, comment en tirer un meilleur parti. Et après, du coup, bah, si vous êtes comme moi et que vous aimez rédiger, que vous aimez créer du contenu, que vous aimez pas forcément manager et que vous aimez la liberté, en fait, aussi derrière, de pouvoir vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, travailler avec vos horaires quand vous voulez, les aménager comme vous voulez. Après, ça a un autre inconvénient, hein, c'est que vous avez l'embarras du choix, quoi. Donc, il faut être prêt en fait, faut avoir des opinions hyper tranchées sur ce que vous voulez, quoi. Euh, je dirais que c'est ça, quoi. Ok. Donc, Et tu dis il faut aimer travailler tout seul, mais est-ce que justement le monde du travail un peu demain, c'est pas des collectifs, des regroupements de freelance, on s'associe entre compétences, on garde notre indépendance, mais on travaille ensemble, chacun se manage lui-même et juste on peut aller chercher ce que des boîtes traditionnelles auraient pu aller chercher, ou tu penses pas forcément que c'est une évolution majeure et que finalement le solopreneur il continue de travailler avec des boîtes, mais de manière très indépendante. bah, je pense que dès l'instant en fait que tu te regroupes avec d'autres entrepreneurs et que vous faites toute l'acquisition ensemble, en fait, c'est une boîte, quoi. Tu vois. Si toute ton acquisition elle est dans le même panier et que du coup tu es complètement dépendant des autres et de l'activité que tu as avec eux pour survivre, bah, en fait, t'es pas solopreneur, quoi. Mais par Euh, exemple, admettons, demain, tu as une boîte qui vient te voir qui dit bah, effectivement, on veut travailler sur le personal branding de nos dirigeants, mais on a aussi un besoin, je ne sais pas, sur l'animation de la page Instagram ou peut-être un besoin en prospection. Bah, peut-être que du coup, aujourd'hui, ce client-là, tu ne le prends pas. Et est-ce que bah, si tu crées des partenariats avec d'autres solopreneurs qui maîtrisent ces sujets, tu ne peux pas faire au moins de l'apport d'affaires ou ce genre de choses, ou finalement, tu vas dire, moi, je ne travaille pas avec vous, je suis désolé, je peux vous aider que sur cette partie-là. Il existe d'autres prestataires et salut, quoi. ouais. Bah, alors, la plupart du temps, aujourd'hui, moi, je fais ça. Je leur dis, bah, moi, je vous prends là-dessus. Et puis après, je connais des contacts, en fait, si vous voulez aller Hmm. voir avec eux, quoi, pour la suite. Et moi, ça ne m'empêche pas, tu vois, de Hmm. garder les clients pour ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai commencé à bosser là-dessus, comme ça, sur d'autres sujets, en fait, avec d'autres solopreneurs. Et on s'est dit, tiens, on pourrait faire des offres jointes et ça pourrait être intéressant. Mais je pense que si vous voulez rester dans un business voilà, solopreneur, il ne faut pas que ce soit, faut faire attention que ce ne soit pas
genre la majorité du business en fait qui rentre. Mhm. Parce que sinon, encore une fois, vous êtes dépendant de l'autre, tu vois. Donc pour moi, je le vois comme en fait ce que j'aime bien, tu vois, avec mon métier justement, c'est qu'en gros, tu as plein de pistes de revenus possibles. Tu vois, d'un côté, je Mhm. fais de l'accompagnement. En direct, moi, j'ai mes clients qui viennent avec l'inbound marketing. Après, je fais du coaching, tu vois, chez les incubateurs William. Donc ça, c'est un autre canal d'acquisition, tu vois. Après, j'ai du coaching avec d'autres créateurs de contenu, tu vois, qui peuvent aussi m'amener du monde. Après, j'ai le produit du manuel LinkedIn. Là, je compte en créer d'autres. Et après, potentiellement, tu vois, du sponsor avec la newsletter. Mais en Mhm. gros, ce qui est intéressant, c'est justement de démultiplier les sources de revenus de telle sorte parce que si demain, il y en a une qui se casse la gueule, bah, tu survis. Mhm. Ok, super clair et plutôt aligné. Si ça vous va, on passe un peu aux questions. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions en cours de route. Je remonte un peu. J'en avais vu une qui était intéressante au début sur est-ce qu'il faut que je me lance en CDI après mes études. Je crois que c'était ça. Je ne la retrouve pas, mais euh, oui, c'est ça. Que conseilles-tu après les études? Est-ce qu'il vaut mieux engranger de l'expérience avec un CDI et des sous pour plus tard investir dans son business, ou est-ce qu'il vaut mieux se lancer direct en se formant sur le tas à l'entrepreneuriat? Moi, je dirais se lancer direct en ce moment sur le tas à l'entrepreneuriat. Je En fait, suis... je ne vois pas comment le salariat peut aider. En fait, on n'est jamais prêt pour l'entrepreneuriat de Non. toute façon. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Euh, donc, il faut juste dépasser sa peur et y aller. Parce que de toute façon, en fait, ça sera toujours le même problème. Je suis d'accord. Moi, je me suis lancé en étant étudiant et au final, c'est le moment où tu as le moins de choses à perdre. Tu n'as déjà pas d'argent de toute façon, donc tu ne peux pas être vraiment plus pauvre. Tu n'as pas de famille, tu n'as aucun risque. Une fois que tu es en CDI, je vois beaucoup de gens qui ont dit oui, je vais me lancer je fais un CDI 4-5 ans et je vais finir par me lancer. Et en fait, non, au bout de 4-5 ans, tu as un prêt pour ta maison, tu montes une famille. Et c'est beaucoup plus dur de se lancer à ce moment-là qu'à un moment où finalement, tu n'as rien à perdre, tu as beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et particulièrement pour le soloprenariat, finalement, tu as besoin d'assez peu de moyens financiers pour te lancer. Donc, Ouais, tu peux presque le faire en parallèle de ton CDI, en parallèle de tes études. Tu peux commencer de cette manière. Particulièrement si tu commences par créer un média, qui finalement est quelque chose que tu peux faire aussi quand tu es en entreprise. Alors, ça dépend des politiques, mais j'ai envie de dire, tu peux commencer à publier sur LinkedIn sur des sujets si ton entreprise est OK avec ça. Et le jour où tu as une audience suffisamment forte, bah, tu t'en vas et tu montes ton business et c'est cool, quoi. Donc, je suis plutôt aligné. On a dit donc, les gens qui demandent si il faut s'inscrire sur des plateformes de freelance, bah, nous, on ne conseille pas. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous aurez beaucoup plus de ROI si vous faites un média plutôt que de vous confronter à tous les freelances de la Terre qui n'ont pas forcément les mêmes, sur lesquels vous ne pouvez pas vous différencier finalement. après, ça Euh, dépend du timing, hein, tu me diras là-dessus. ouais. En fait, ça dépend du temps que vous avez avant de gagner vraiment de l'argent. Je pense qu'il faut se poser cette question-là aussi, tu vois. Euh, genre, si tu vois, tu as une problématique de je peux vivre 2 mois sans rien gagner et dans 2 mois, il faut absolument que je gagne, bah, Mm, quand même, le plus rapide pour gagner, c'est d'être non freelance. C'est comme je disais, mm, tu fais de la prod, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu te mets en mode rédacteur de contenu pour une landing page, tu vois, et tu fais le boulot pour cette personne, tu as forcément beaucoup plus de chances de closer que sur ce que moi je fais, tu vois, où je coach les gens à le faire. Ce qui est enfin c'est plus difficile en tout cas de vendre ça. Tu vois. Il y a moins de gens qui ont besoin d'apprendre que de gens qui ont besoin que le travail soit fait pour eux. Tu vois. mm. Donc je dirais, ouais, il faut se lancer en freelance. Et puis après, il faut mettre toutes les chances de son côté. En fait, si le but du jeu, si l'objectif, c'est vraiment d'être entrepreneur avant tout, bah dans ce cas-là, il faut tout faire. Quoi. Enfin, moi, je me mettrais sur Malte, je ferais de la prospection, et en même temps, je commencerais la guerre du contenu. Mais Ouais. la réalité, quand même, c'est que la guerre du contenu, avant d'avoir tu vois, des clients qui viennent vraiment d'inbound, ça met, tu vois, au minimum 3 mois Ouais. et Plutôt plutôt, 6 à 1 an. plutôt 6, tu vois. Ouais, Donc, pardon. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il faut ouais. du temps avant de créer une audience. Il ne faut pas espérer qu'à ton premier post LinkedIn, tu as trouvé tes 3 premiers clients. On Mm. parle de créer une marque, et pour créer une marque, il faut du temps. Il faut asseoir Ouais. sa position, asseoir sa valeur et créer cette expertise perçue qui fait que tu peux facturer à un prix largement au-dessus de ce qui est fait sur les marketplaces de freelancing. Ouais. Tu fais comment pour trouver tes idées de contenu une fois que tu as défini ton sujet? C'est une autre question. Bah, là, ça revient à qu'est-ce que les gens veulent.
Donc en fait, quand je vois des commentaires à nouveau, hein, moi je me nourris mais complètement de ce que les gens disent. Hein. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, je donne des cours aussi à l'ESCP et quand je vais à l'ESCP et que je vois les gens, les questions que les gens posent, par exemple, question classique de comment tu fais pour trouver des idées, bah, ça c'est un super post, tu vois. Comment faire pour trouver des idées bon, alors après, pas exactement dit comme ça, mais tu vois, dit autrement, j'en ai fait un comme ça en disant j'ai fait 100 posts LinkedIn, machin, etc., sans jamais avoir le syndrome de la page blanche, ce qui correspond à ne pas manquer d'idées. Et voici ma méthode en 4 étapes pour y arriver, tu vois. Et là, je sais qu'il y a 1 milliard de personnes qui veulent savoir ça, tu vois. Et du coup, en mettant le doigt sur, bon, ben, là, vous avez le problème de la page blanche, et du coup, moi, je vous ai trouvé la solution, et bah, hop, tu maximises les chances pour que les gens trouvent. Donc, voilà, je dirais, pour moi, en fait, je prends max d'idées des gens. Dès que j'ai une conversation avec quelqu'un, et qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on me dit un truc, tu vois, ça rentre dans ma tête. Je me dis, putain, là, ça fait déjà 2, 3, 4 fois que j'entends cette conversation. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un nombre incroyable en plus de gens qui pensent la même chose. Ça, c'est ma source vraiment numéro un. Source numéro 2, curation de contenu, la veille, aller chercher ce que font les autres, regarder, lire à balle de contenu. Je pense que je lis au moins 1 heure de contenu tous les jours, tu vois, juste à scroller sur LinkedIn, ou scroller sur Twitter, scroller sur YouTube ou des newsletters, etc. Parce que ça aussi, ça donne beaucoup d'idées. Et après, le plus important, c'est d'avoir un système de notes centralisé, donc de mettre toutes ces idées quelque part, en fait. Et ce qui est important, je pense, c'est de ne pas juger ses propres idées. Parce qu'en fait, on a tendance souvent, quand on brainstorm, qu'on cherche des idées, à se dire, ah non, celle-là, elle est nulle, celle-là, elle est naze, celle-là, elle est naze. Alors qu'en fait, il faut se mettre dans une position de, faut que je mette tout ce que j'ai en tête, quoi. Il faut vraiment cumuler ça quelque part entre les contenus qu'on a lus, ce que les gens nous ont dit, ce qu'on a vu sur Internet, en fait, toutes les sources d'inspiration différentes qu'on peut avoir. Et après, tout ça, hop, on le met dans un système de notes. Donc, pour moi, c'est sur Notion. Et là, après, on croise les choses. Et on se dit, ah, ok, il y a ça aussi. Du coup, ça me donne une autre idée. Et là, on fait des. En fait, c'est sans fin, du coup. C'est Shane Ellis, un growth hacker connu qui a conceptualisé un peu le growth hacking et qui dit que plus il y a d'idées, plus il y a de bonnes idées. Et donc, il faut mettre en place des process pour générer un maximum de volume d'idées, puisque si tu as 10% de bonnes idées, et si tu as 100 idées, tu as 10 idées. Si tu as, enfin, t'as 10 bonnes idées, si tu as 1000 idées, tu as 100 bonnes idées. Et en fait, juste statistiquement, il faut créer du volume d'idées. Et je pense que toi, comme moi, on a dans nos notes des idées qu'on va Ouais, jamais publier finalement. Et il y a peut-être, je sais pas, 20% des idées qu'on écrit qui sont publiées un jour. Mais on sait qu'on a toujours ce volume et que même des fois, tu relis tes notes d'idées et tu as d'autres idées qui viennent en relisant tes idées, etc. Et c'est ça le process créatif qui passe par de la veille. Et moi, j'ajouterais qu'il faut avoir des moments enclins à la créativité. Je ne sais pas si toi, tu en as le sport, la méditation, la marche, des moments où tu n'es pas sur ton téléphone finalement et où tu es où ton cerveau il peut divaguer. Je ne sais pas si toi, c'est un truc que tu pratiques. alors moi, pas du tout. Je suis super nulle Ah, pour ça. Mes parents, j'aime pas la méditation, j'aime pas le sport. Je suis vraiment la pire de pire là-dessus. Mais enfin, je faisais de la danse un moment, mais non, je suis terrible avec ça. Donc moi, j'ai aucun moment méditatif où je laisse mes pensées divaguer. Par contre, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment ce Notion, j'ai des carnets toujours avec moi. Et en fait, je prends le réflexe de dès que j'ai une idée, donc moi, c'est surtout quand je consomme du contenu, en fait. mhm. Je vais consommer, je sais pas, des vidéos YouTube, mais même du Netflix, en fait. Enfin, c'est cool, Mhm. mais parfois d'aller chercher des sources d'inspiration hyper éloignées, même une conversation de 2 personnes dans un film Netflix qui n'a rien à voir avec votre choucroute, peut vous déclencher une idée, quoi. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, moi, je la prends en note, direct. Et du coup, après, je vais prendre un moment, tu vois, le matin avec mon café pour re-regarder tout ça à tête plus reposée. Mais sinon, non, moi, c'est plus vraiment au cours de la journée, tu vois, dès qu'il y a des conversations, des trucs qui me passent, je mets des idées. Mais en fait, Ok. c'est vrai qu'après, ce qu'on dit, souvent, on dit que plus on crée, plus on a d'idées. En fait, c'est vrai. C'est terrible à dire, mais enfin, c'est terrible, c'est pas terrible, c'est bien, justement, c'est soulageant. Ça veut dire que si vous vous lancez, en fait, le plus dur, c'est de passer l'étape numéro un. Mais une fois que vous avez passé l'étape numéro un, franchement, si personne n'a jamais donné de méthode vraiment précise, c'est parce qu'en fait, Ouais. il n'y a pas besoin, quoi. Tu as besoin d'enclencher de la machine et l'inertie pour qu'ensuite, après, ça.
ça déroule et en fait, tu crées un processus Ouais, mental qui fait que tes idées, elles viennent en fait. Et le plus dur, ouais. c'est de démarrer finalement. Faut faire confiance à son cerveau. On a C'est oublié, clair. mais non, mais c'est vrai, tu vois, en fait, Ouais, c'est c'est, clair. tu sais, les gamins, les enfants, ils ont toujours un milliard d'idées, ils sont toujours hyper créatifs. En fait, enfin, ça fait Ouais. partie de notre nature. Il n'y a jamais aucun enfant, tu vois, qui ne sait pas jouer, qui ne sait pas inventer des histoires, qui ne sait pas faire des choses. C'est juste qu'en fait, avec le temps, on bride, on s'auto-bride nos idées parce que on nous a dit à l'école, ah bah non, ça c'est nul, ça c'est pas bien, qu'au travail, on nous dit, ah bah non, ça c'est pas bien non plus, tu vois. Et que surtout en France, en plus, on a cette grosse pression sur Mm. nous dire un truc quand on est sûr qu'il est vrai, quoi. Mm. Ou, tu vois, quand on a la bonne réponse, etc. Euh, mais du coup, tu vois, le problème, c'est dans la sélection des idées, c'est pas dans la génération Mm. des idées, en fait. Clairement. Clairement. Faut pas se tromper On trop. a, on a parlé de la page entreprise, donc forcément, bah, finalement, il y a des gens qui ont demandé pourquoi c'était absolument aussi horrible de publier avec une page Ouais, entreprise. Donc, il faut quand même qu'on réponde à cette question, je pense, pour tous ceux qui font cette erreur. ouais. Bah, la page entreprise, bah, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est... Alors, les raisons derrière, elles sont obscures. Moi, j'en vois deux possibles. La raison numéro un, c'est qu'il y aurait un plafond de verre mis par LinkedIn parce que leur business, en fait, à eux en premier, c'est quand même que derrière, ils aient des entreprises qui achètent des posts Mhm. sponsorisés pour avoir de la visibilité. Enfin, c'est un média, hein, c'est Facebook, Instagram, c'était la même chose, hein. Mhm. Plus il y a de l'audience, plus les gens passent du temps en fait sur le réseau, plus du coup ils peuvent vendre cet espace média à des entreprises, quoi. Comme TF1, c'est pareil, hein, plus il y a de monde qui regarde koh, plus derrière on peut vendre une page publicité au milieu. Donc déjà il y a ça, je pense qui peut-être demain fait que les pages entreprises auraient moins de visibilité de manière organique qu'une page perso. Maintenant là-dessus, on n'a pas de fait, on n'en sait rien, donc c'est une idée. La deuxième idée que moi j'ai pour expliquer que ça marche moins bien, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, surtout notre génération, je pense, on a tellement été bombardé de messages marketing dans tous les sens qu'on a cette sélection naturelle en fait sur un contenu qui fait que dès qu'on voit la tête d'un logo ou d'un truc qui est un peu trop promo, on a le skip, mais genre tellement facile, tu vois, genre moi je vois, mais dès que je vois un logo, en fait je skip, je me pose même pas la question, je j'essaie même pas de lire, tu vois, qu'est-ce qui est écrit, en fait je me dis tout de suite, il va me vendre une choucroute dont je n'ai pas besoin, tu vois, là. Et tu vois, ça se fait à une rapidité dans mon cerveau, mais c'est incroyable, quoi. Et je pense que rien que pour ça, en fait, bah, les contenus d'une page entreprise, juste parce qu'il y a un logo, marchent moins bien. Parce que la réalité, c'est que Mhm. les gens, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour voir de la pub. Ils n'ont pas l'attention nécessaire pour ça. Même à la télé, en fait, quand on regarde la télé, le moment pub, c'est le moment où on va aux toilettes, quoi. Et du coup, on regarde les réseaux sociaux. Et on regarde les réseaux sociaux, c'est pas pour voir la pub qui passe à la télé, c'est pour voir autre chose. C'est pour voir koh Clairement. backstage. Non, mais tu vois, c'est vrai. Clairement. C'est clair, je C'est suis la même d'accord avec chose que toi. pour le Je te produit. rejoins sur ces deux raisons qui font que vous allez mettre une énergie de malade et vous allez avoir une portée qui est ridicule. Et il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire créer des posts avec des profils perso et les repartager sur la page entreprise si vous en avez une pour faire effet vitrine, mais pas pour avoir de la portée, parce que c'est faut oublier. Après, évidemment, il y a des contre-exemples, essentiellement souvent des pages qui ne sont pas des pages entreprises, mais qui sont des pages en fait qui sont centrées autour d'une communauté. Vous avez les joies du code sur une communauté de développeurs, vous avez J'ai un pote dans la com sur des sujets plus marketing, qui sont des pages qui marchent très bien, mais parce qu'elles sont pas, c'est pas une entreprise qui vend des choses, c'est une communauté et du coup, elle est là pour faire pivot entre la communauté et pas du tout pour faire de l'information descendante et du coup de la pub. Et on ne s'attend pas à ce qu'une page comme J'ai un pote dans la com fasse la promo de son produit. Et du coup, on s'attend à des choses un petit peu différentes comme type de contenu. C'est une Euh, réflexion média aussi. C'est comme si demain c'est Combini ça, lançait une page, bah, ça marcherait aussi parce que en c'est fait, ça. les gens ils regardent Combini, mais du coup, le business model de Combini, c'est un média, quoi. Donc, en fait, il fait de la pub derrière lui avec l'audience qu'il a. C'est ça. Il vend pas directement un truc. Je te propose une dernière question et après, je crois qu'on aura fait le tour. C'est que penses-tu des plateformes d'IA qui sont sorties récemment et qui te permettent de générer du contenu, générer des copies, générer du texte Mm. Ouais. Euh, j'ai jamais vu encore un contenu qui a été fait avec une IA qui a réussi à faire vraiment de l'engagement. Hmm. Le jour où je vois quelqu'un qui fait un post qui fait plus de 1000 likes et que ça a été fait par une IA, je changerais peut-être d'avis. Mais pour l'instant, je crois qu'une IA ne sera jamais capable, en fait,
de comprendre qu'est-ce que les gens veulent vraiment. Parce que, encore une fois, le travail d'un bon contenu, c'est pas la finalité de la forme, de comment c'est dit, etc. C'est ce qui est dit exactement. En fait, c'est le fond de ce qui est dit. Et dans le fond de ce qui est dit, bah ça demande un travail de recherche en amont de qu'est-ce que les gens veulent. Je reviens encore là-dessus. Je sais que ce pas les réponses qui sont les plus applicables et les plus concrètes, mais en tout cas, c'est celles qui vous amèneront le plus certainement à créer du bon contenu. C'est intéressant parce que moi, j'aurais dit l'inverse, au Ah sens où ouais. aujourd'hui, l'IA qui est la plus connue et sur laquelle tous les outils se basent, puisqu'en fait, c'est quasiment, tu crées un outil et tu le lances en 5 minutes, tellement c'est facile de la configurer. C'est une IA qui s'appelle GPT-3. Et en fait, cette IA-là, par définition, elle a consommé, je ne sais plus, l'équivalent de 300 fois Wikipédia en termes de contenu sur Internet. Et du coup, commence à avoir une petite idée de ce que les gens veulent. Et en fait, moi, je me suis amusé à jouer un peu avec, et tu peux lui faire dire des choses qui sont des choses inspirationnelles. Un truc sur lequel je m'amusais, c'était de générer des faux commentaires sur mes posts LinkedIn. Mm. Donc, je mettais mon post LinkedIn, je lui mettais deux, trois exemples de faux commentaires que je mettais moi-même, et ensuite, je disais, génère-moi des commentaires supplémentaires. Et en fait, c'est assez flippant à quel point les commentaires sont pertinents et ressemblent à des commentaires réalistes. Et je me suis déjà amusé à faire le jeu après, à les mettre sur mes posts et à demander aux gens d'identifier les faux et les vrais. Et en fait, les gens se trompent, juste ils ne font plus la différence. Mais ça marche bien sur un commentaire. Le problème du post, ça reste encore la forme, où des fois, elle dit des choses qui n'ont un peu aucun sens ou qui sont formulées d'une manière assez bizarre. Ouais, Et je pense qu'on est encore loin de faire effectivement du contenu de qualité, mais par contre, dire que ça n'arrivera pas, je pense que ça peut arriver plus vite que prévu, mais ouais. peut-être beaucoup plus vite sur des contenus courts, type Twitter, où tu fais des contenus en 240 caractères, 180, 140, et en fait, c'est beaucoup plus facile pour l'IA de faire ça qu'un contenu de post LinkedIn avec du storytelling et un truc complet, où elle a beaucoup plus d'occasions de se planter, et donc sur ces contenus-là, elle est moins performante. Bah, il y a ça, et puis après, je pense aussi qu'un truc qu'une IA peut générer, tu vois, ce sera jamais complètement personnel, quoi. Il y a un moment, elle n'est pas dans ta tête non plus, elle peut pas savoir ta vie, ton passé, et c'est ça qui fait la différence, tu vois. En fait, il y a aussi le truc de, ok, admettons demain, l'IA y arrive, tu vois, du coup, tout le monde se met à l'IA, du coup, comment tu fais pour te différencier au milieu de l'IA, tu vois? Il va y avoir la même question. En fait, c'est Ouais. juste que du coup, tout le monde sera avec une IA, tout le monde aura des contenus qui sont aujourd'hui ce qui permet de se différencier, mais du coup, il faudrait quand même se différencier sur autre chose. Mm. Ouais, c'est pas une solution, tu vois, c'est une solution court terme. Les premiers qui vont le faire pourront se différencier, peut-être, mais après, une fois que ça sera, comment dire, bah, 90% des gens l'utiliseront, 90% des gens auront les mêmes contenus, parce qu'en plus, ils auront les mêmes sources sur Wikipédia, etc., de ce que tu dis, tu vois. Donc, Ouais. en fait, t'es pas à l'abri que tu balances exactement le même post que quelqu'un d'autre, tu vois. Mm. Et puis aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'elle a tendance à raconter de manière. Elle est un peu comme les politiciens, tu vois. Elle raconte de manière certaine des choses qui sont particulièrement fausses. Et elle est capable de te faire une Ouais, démonstration rhétorique qui est basée sur des faits qui sont complètement faux. Elle va dire ah, Albert Einstein est né en ouais, 1632 et c'est en 1647 qu'il est devenu président de la République il va raconter des trucs qui, des fois, n'ont aucun sens d'un point de vue fond. Donc, c'est cool. Mais il y a quelqu'un qui nous met au défi de faire un post avec GPT-3. Et en vrai, c'est une trop bonne idée. Je vais y réfléchir, je vais aller jouer avec et je vais faire un post. Et je ne vais pas dire que c'est un post généré par une IA dans le post. Et on verra ouais. l'engagement. Je vous donnerai un sujet intéressant et je ferai ça. Ça peut être super, Franchement, si t'arrives à faire 1000 super likes, marrant. vas-y, Ah, moi je déjà, te si j'arrive à faire 5 ou 10 000 vues avec un post généré par une IA, c'est ouais, marrant. C'est ouais, marrant. ouais, c'est Ouais, que ce soit vraiment intéressant. clairement. Bah écoute, trop cool, hyper intéressant. On a encore du monde. Je pense qu'on a fait le tour au global des questions. Donc, vraiment ravi de t'avoir réussi. Pour info, donc pour un rappel, ce live, il est direct dispo sur YouTube. Vous tapez Walaxy sur YouTube, vous avez ce replay-là, tous les autres replays des épisodes précédents. Si vous avez des questions, bah, je pense que vous pouvez nous joindre indépendamment sur LinkedIn en message privé. Moi, je réponds à tous mes messages de manière quasi quotidienne et on sera ravis de discuter avec vous sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup. À toi. Attends, il y a un invité surprise qui vient dire au revoir, mais il faut qu'il soit obéissant. On a une mascotte maintenant, parce qu'on est pet friendly Bien, chez Walaxy. Et du coup, on a un c'est petit un chien. petit Et c'est un peu animal. notre mascotte. Maintenant, il a un profil LinkedIn et tout. Il est en train de percer dans le game. Je pense qu'on pourrait lui faire faire, on va lui faire faire des posts LinkedIn avec GPT-3 pour voir s'il perce un petit peu aussi. Hein, Gonzo? Tu dis au revoir? Salut! À bientôt! Salut!